dictateur sans appel. Une victoire sans appel. Une victoire sans appel. 17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre aventure internationale. Vous êtes sur Info TV. Et ce soir, nous allons nous appesantir sur des séquences politiques à venir dans deux pays. Nous allons questionner justement la température politique du côté de Côte d'Ivoire avec l'annonce, pas surprenante, très attendue même, du président Alassane Dramane Ouattara d'être candidat pour une quatrième fois. Mais au-delà de la candidature du président Ouattara, on va s'interroger sur les chances réelles de l'opposition ivoirienne, alors que justement l'actualité politique de ce côté nous fait savoir que des leaders tels Tidjane Thiam et autres Laurent Gbagbo sont d'ores et déjà exclus de la compétition qui se déroule le 25 octobre 2025 du côté de Côte d'Ivoire. Quelles sont les chances de l'opposition ivoirienne? On en parlera en introduction de ce plateau de World Actu. On ne quittera pas les présidentielles ou alors la présidentielle. On va quitter Abidjan pour Yaoundé parce que justement l'actualité ici aussi au Cameroun, c'est la présidentielle 2025. Pour ce qui est de ce soir, on va questionner, interroger les alliances. Que valent-elles en cette période où justement les paroles se lient et se délient, où les alliances jadis solides se liquéfient? UNDP, RDPC, on s'interroge. FSNC, RDPC, des points d'interrogation, UPC, RDPC, on ne sait plus par quel bout tenir. On interroge les alliances ce soir. Que valent-elles? Alors que justement le 12 octobre 2025 se rapproche à grands pas. Voilà le menu qui nous interpelle, chers messieurs, chères dames, qui nous regardez de par le monde. N'hésitez surtout pas à réagir sur nos différentes plateformes. Parce que ici, sur World Actu, votre avis compte. Mesdames, messieurs, je prends une légère respiration et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. A tout de suite. Une victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu, je l'ai dit, pour nous accompagner dans cette balade internationale. Ils sont là, elles sont là. Et je fais honneur aux dames avec Madame Florence Djikoumé. Elle est internationaliste. Elle a une appartenance politique que peut-être elle pourra nous décliner sur ce plateau si elle le veut bien. Chère Madame, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de World Actu. Bonsoir Stéphane, mais ce n'est un secret de polichinelle. Si je devrais encore définir mon appartenance, tout le monde sait que je suis du comité central du RDPC, à la commission de communication d'ailleurs, avec beaucoup plus de précision. Et puis j'appuie sur les traits. Donc je voulais dire bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci à vous, chère madame. Le secret, il était, comme vous l'avez dit, de Polichinelle. Madame Djikoumé est au RDPC. C'est une formation politique majeure au Cameroun. Pour vous qui nous regardez du côté d'Abidjan, de Brazzaville et certainement de N'Djamena, elle est du RDPC et elle est sur ce plateau. Je poursuis l'exercice avec ma droite proche. Lui, il est expert des questions internationales.
Monsieur Émile Abondo, pur produit de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC. Il est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation. Vous savez, lorsqu'on est Info TV, c'est une nouvelle façon de faire la télé, c'est une approche de la télévision vue sous l'angle de la modernité. Et de ce point de vue, on est vu un peu partout dans le monde et on voudrait saluer vos millions de téléspectateurs et de vous témoigner toute notre gratitude de nous avoir reformulé cette invitation qu'on ne saurait bouder. Merci. Merci à vous, cher monsieur Émile Abondo, pour la présence. Je poursuis l'exercice avec ma gauche lointaine. Lui aussi fait quasiment partie des meubles. C'est un acteur du journalisme au Cameroun, directeur de publication connu et reconnu sur l'estrade communicationnelle camerounaise. Timothée Somba, vous êtes sur le plateau de World Actu. Bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci, monsieur Stéphane Barga. Mon bonheur est heureux que d'avoir nouvellement été associé à cette estrade de communication et d'analyse des grandes questions internationales et même internes. Toute ma sympathie à nos millions de téléspectateurs et ma fraternité chaleureuse appuyée envers mes copanélistes, sans oublier un coucou. Je ne saurais ne pas sacrifier à ce rituel devenu séculaire qu'est de saluer la bravoure et la témérité du top management d'Info Télévision. Merci à vous, Timothée Somba, pour justement la présence renouvelée sur cette estrade. Je poursuis l'exercice avec justement un autre titulaire de World Actu, le docteur Jean-Moïse Mbok. Il est de la société civile. Il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vous-même. Et j'ai l'habitude de le dire, le métier que vous faites est tellement sensible, est tellement, je ne sais pas quel autre terme utiliser, délicat, que si vous ne le faites pas bien, on vous taxe tout de suite de partisan de tout et de rien. Ouais. Donc vous le faites tellement bien qu'il est toujours bon de le rappeler et de vous féliciter, non seulement pour le choix des panélistes que vous faites, mais aussi pour la qualité des thématiques que vous nous donnez d'aborder. Je vais également, comme Timothée Somba, saluer le top management d'Info TV, saluer tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions nous adresser au monde. Je vais saluer tous les hommes politiques et du Cameroun et de toute l'Afrique, parce que l'Afrique est en pleine ébullition d'émergence, de développement. Le marché mondial nous attend et nous voulons également jouer notre partition dans tout ce foisonnement-là. Donc voilà, merci pour l'invitation. Et j'espère que ce soir encore, nous allons pouvoir apporter des éclairages, des informations et des explications à tous ceux qui nous suivent d'ici et particulièrement en Côte d'Ivoire. Merci, Dr Jean-Moïse Mbok, pour la présence et les mots doux à l'endroit justement de tous ceux qui nous suivent, particulièrement, vous l'avez dit, de Côte d'Ivoire, pays dans lequel nous allons faire la première escale de ce soir pour évoquer justement avec vous, Monsieur Émile Abondo, les chances de l'opposition. Alors, on sait d'ores et déjà que le candidat PDCI-RDA, Tidjane Cham, est hors jeu. Le président Gbagbo aussi hors jeu. Quelques ténors, Guillaume Soro, lui, ça fait un moment qu'il est hors jeu. On s'interroge ce soir, quelle chance pour l'opposition, alors que le 25 octobre 2025 s'approche à grands pas et que justement, on ne voit pas clair dans une stratégie capable de renverser la toute-puissance du RHDP du président Ouattara. Merci Stéphane pour la parole donnée. Et je pourrais retourner votre question d'une autre façon en disant quel avantage pour le parti au pouvoir. Parce que lorsqu'on regarde l'échiquier politique au niveau de la Côte d'Ivoire, on va se rendre compte d'une chose, c'est que l'Afrique a sa façon d'appréhender ce concept universel et peut-être qui a toujours été considéré comme un concept essentiellement occidental qu'on appelle la démocratie. Vous voyez, la démocratie sous sa forme tropicalisée ou alors la démocratie à l'africaine ou alors la démocratie vue sous son angle subsaharien a une leçon à nous donner. C'est qu'elle n'est plus appréhendée sous le label occidental qui voudrait absolument qu'elle soit
un référentiel à partir duquel on peut lire deux mots ou alors deux concepts, Oui. c'est-à-dire l'alternance, mais surtout, on parle de l'alternance, mais surtout la durée au pouvoir. Vous voyez, sous l'angle africain, Oui. on a envie de lire la démocratie en faisant un savant mélange entre ce qu'on lit dans les vieux pays occidentaux qui nous présentent en même temps des royaumes et des gouvernements démocratiques. Et l'Afrique puise sous ce label et se rend compte que on peut, en s'intéressant à la volonté populaire, appréhender la démocratie sous un angle nouveau. Oui. Et tel est le cas de ce que nous vivons en Côte d'Ivoire à travers le président Alassane Dramane Ouattara. Alors, quelle chance pour l'opposition? Il y a certainement de chance pour l'opposition parce que si l'opposition n'avait pas de chance, le président ou alors la constitution ivoirienne n'allait pas prévoir qu'il y ait une organisation des élections. Alors, l'opposition a quelle chance? L'opposition a une chance si et seulement si elle propose une idéologie sûre et certaine, une idéologie claire et distincte, et une idéologie qui donne ce que les économistes appellent un avantage comparatif à la jeunesse. Or, qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui pouvaient être les ténors de l'opposition, et que vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure, Oui. vous avez d'un côté Laurent Gbagbo, vous avez Guillaume Soro, vous avez Tidjane Tcham. Alors, le président Ouattara a regardé, il a scruté savamment sur leur casier judiciaire, sur leur bulletin numéro 3, et il a permis à la justice de faire un constat. Et ce constat ne fait l'ombre d'aucun doute que, à la lumière de ce qui pouvait transparaître de ce bulletin numéro 3, il fallait qu'il soit ce qu'on peut considérer en géopolitique comme étant des non-partants. Et fort donc de cela, l'opposition est brisée en termes de leadership. Il reste donc deux éléments. Il y a Jean-Louis Billon et il y a Madame Gbagbo. Vous voyez que entre la théorie des alliances et des contre-alliances, on a un ensemble de contre-alliances qui a voulu que les voix égarées au niveau de ceux qui ont été exclus ne soient pas accordées soit à Jean-Louis Billon ou alors à Madame Gbagbo. Qui lui-même semble pour le moins assez tendre face à un poids lourd comme le président Ouattara. Et lorsqu'on regarde la représentativité, parce que c'est aussi l'avantage, parce que le président Alassane Ouattara a un avantage sur son bilan économique, il a un avantage sur l'orientation politique qu'il propose à la jeunesse, il a aussi un avantage, c'est que pendant son règne, il a revalorisé les revenus, c'est-à-dire en termes de salaire. Et fort donc de cela, l'autre avantage qui est aussi un avantage comparatif, c'est que son parti est savamment implémenté et installé dans l'étendue du territoire. Or, qu'est-ce qu'on voit à travers quelques, on ne va pas dire les reliques, mais quelques éléments, ce qu'on peut considérer comme des éléments majeurs en termes de l'opposition qui n'est pas assez représentative et qui n'incarne pas suffisamment de leadership, c'est que Mme Gbagbo et Jean-Louis Billon sont présentes dans quelques régions, quelques zones. Et fort donc de cela, on peut donc comprendre pourquoi l'opposition a de la peine à se frayer un passage aux côtés du président Ouattara, oui, et qu'un boulevard d'opportunités soit fondamentalement offert au président. Et on a envie de dire que la particularité de cette élection, c'est qu'il y ait un élément surprise. Un élément surprise va reposer sur le fait qu'il y ait un élément nouveau sur ce qui est à aller au deuxième tour ou pas. Mais fort donc de cela, si le président Ouattara se présente tel qu'il se présente et que son parti a de l'avenue tel qu'il a au niveau de son implantation, au niveau de son travail, au niveau de son bilan, tout porte à croire que au lieu de penser que l'opposition a une chance, on va dire plutôt que quelle perspective pour la future prochaine élection pour l'opposition qui a de la peine à se frayer un passage. Merci, monsieur Abondo, pour cette lecture assez transversale et même teintée de vernis diplomatique. Moi, je vais prendre la politique, madame Dikoumé, sur le plateau. Alors, de façon simple, beaucoup
murmure sur cette annonce de candidature du président Ouattara. Beaucoup lui rappellent la parole donnée en 2020. Beaucoup aussi supputent que sa main serait derrière ces éliminations précoces de Tidjane Thiam et autres Laurent Gbagbo, ces exils contraints et forcés de Guillaume Soro. Est-ce qu'il est de l'avantage du président Ouattara d'avoir une position aussi éparse? Quelle peut être la crédibilité d'une pareille élection lorsque les principaux cadors de l'opposition ivoirienne sont hors jeu dès le départ? Non, mais c'est quoi le pouvoir? C'est l'accaparement du pouvoir aujourd'hui que les leaders qui sont en poste de recherche, la conservation du pouvoir qu'ils ont déjà. Parce que si cela mettait M. Gbagbo mal à l'aise, il y a des choses qui ne se feraient pas. Je veux déjà vous signaler que la Constitution a été retouchée. Les compteurs ont été mis à zéro en Côte d'Ivoire avec un nouveau cadre juridique qui a été mis en place. Ce nouveau cadre juridique permet à M. Ouattara de briguer un troisième, voire un quatrième mandat. Et ceci est dangereux pour la simple raison que on assiste à un affaiblissement considérable des institutions. Les institutions sont affaiblies et aussi, on a ici, comment dire, un coup d'État constitutionnel qui est passé par la réécriture de la Constitution. Alors, peut-être que juridiquement, ça peut être valide, mais politiquement, c'est une controverse parce que là, on voit clairement, ça dit qu'une forme d'éternisation du pouvoir, ça dit qu'un pouvoir à vie. Oui. C'est ce qui met la société civile et les autres acteurs, la classe politique ivoirienne aux abois aujourd'hui. On crie, on réalise que ça ne va plus du tout. Alors, si cela gênait le président Ouattara, je crois que cette réécriture juridique n'aurait pas eu lieu. Mais ça se passe désormais comme ça, de ce côté-là. Alors, quand nous voyons donc ces acteurs politiques qui ont été éliminés, que ce soit M. Gbagbo, que ce soit, vous oubliez même M. Blegoudé, que ce soit Guillaume Soro et M. Thiam, nous réalisons qu'ici, c'est l'effacement, c'est-à-dire de l'ancienne classe dirigeante de Côte d'Ivoire pour mettre en place donc, lui fait partie quand même. RHDP. Non, parce que là, si vous suivez ces interventions sur Reuters, qu'est-ce que le parti au pouvoir déclaré? Qu'en dehors de M. Ouattara, il ne se trouve aucun individu viable en Côte d'Ivoire à même de mener à bout, c'est-à-dire que la politique du pays. Et que eux, les militants, se battaient encore à convaincre le président à se présenter. Jusqu'à ce que lui-même, officiellement, il y a 3 jours, par la voie des antennes, nous apprennent qu'il est candidat aux élections présidentielles. Oui. Il a savamment peut-être entretenu le suspense, mais ce n'était même pas un suspense parce qu'il disait toujours qu'il est en bonne santé et capable de continuer à servir. Mais nous avons des éléments où il avait dit tout à fait le contraire. Madame Dikoumé, en 2020, il disait allait passer la même, qu'il ne se sentait plus concerné et en capacité de pouvoir tenir. Non, mais écoutez, comment appeler ça, les faux bons de M. Ouattara ne concerne que lui. Vous n'allez pas mettre Mme Nkoumé au pilori qui ne sait même pas concrètement qu'est-ce qui anime M. Ouattara du côté de la Côte d'Ivoire. Les institutions sont affaiblies. Ça semble plutôt l'arranger. Alors, cette classe politique qu'il exclut, tout le monde en parle, on crie au là. Mais je crois que pour lui, c'est une façon de mettre de côté tout ce qui pourrait être une entrave sur son parcours. Oui. Aujourd'hui même, nous avons des anciens clivages qui n'ont pas été soignés. Nous avons la conférence Vérité-Réconciliation qui n'a même pas eu lieu. Nous avons aujourd'hui, malgré la croissance économique, une jeunesse frustrée, désabusée, une jeunesse en proie au chômage ambiant. Mais je crois que le président, lui, dans sa tête, s'est dit que le fait d'avoir... Mais il y a un bilan que c'est la figure grandisse, que le bilan économique semble être réduisant et qu'au sein même de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, c'est un éléphant. Le bilan économique ne devrait pas être une entrave, n'est-ce pas, pour la limitation des mandats. Nous sommes en démocratie, il faut très bien respecter ce qu'on a dit. Mais là, cette réécriture constitutionnelle met tout le monde à terre, sauf le président Ouattara qui peut se représenter de manière continue. Donc, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je crois que les opposants réalisent que tout est balisé à l'avantage de l'autre. Il y a un blocage constitutionnel, il y a même des blocages politiques, il y a des blocages même judiciaires qui ne leur permettraient pas de se présenter. Mais je souhaiterais qu'il y ait quand même en Côte d'Ivoire des élections inclusives, qu'il y ait en Côte d'Ivoire un scrutin transparent,
qui permettrait véritablement qu'on s'épargne les affres de la crise de 2010-2011. Merci Madame Djikoumé. Je vais prendre l'avis de Jean-Moïse Mbok sur le plateau. C'est vrai que lorsque l'on observe de près le marigot politique ivoirien, beaucoup espéraient même un mouvement en interne. On a eu les premiers ministres, Ahmed Bakayoko, Chi et autres. On espérait que c'est là que viendrait peut-être la transition. Mais mal nous en a pris. Les deux sont partis. Le baobab, Alassane Dramane Ouattara, est toujours là et il est toujours candidat. Il est toujours là, il est toujours candidat. C'est une réalité aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. N'oubliez pas que Afik N'Guessan également fait partie des retenus pour cette élection. Qui dit Afik N'Guessan dit Laurent Gbagbo, qui dit Simone. FPI. Donc voilà, c'est Galaxy FPI. Voilà, je dis ceci pour en fait mettre en lumière la réunion de la coalition qu'il y a eu dernièrement entre Gbagbo, Thiam et d'autres cadres de l'opposition qui justement ont commencé à réfléchir à ce problème, déjà de créer un front pour choisir qui ils allaient adouber au cas où leur candidature n'était pas révisée, parce qu'ils vont faire une communication pour introduire la révision de cette conclusion-là de manière à ce qu'il soit réintégré. Ils ont également demandé que la CEI soit réformée, parce que la commission électorale indépendante, qu'elle soit réformée en Côte d'Ivoire, parce qu'ils estiment qu'elle ne fait pas suffisamment son travail. Donc à ce niveau, nous sommes dans une situation où on aura deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le refus absolu de réintégrer ce qu'on a déjà mis de côté. Et là... il peut y avoir élection en Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo, sans Tidjane Thiam. Je rappelle quand même qu'il est porteur de la coalition PDCI-RDA. Ça pèse quand même en Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord sur ce volet, mais n'oubliez pas que celui qui tient le levier actuellement, c'est M. Ouattara. Il a manœuvré comme il a pu manœuvrer. Et si on va s'arrêter sur les conclusions des sélections des candidats, malgré la puissance de cet alliage-là, et ils ne sont pas passés. Donc aujourd'hui, le premier cas de figure, c'est de voir qu'est-ce qui est possible pour renégocier, quitte à solliciter l'appui de l'Union africaine pour pouvoir essayer de voir comment on peut rebattre les cartes. Mais là, c'est très faible parce que vous savez que l'Union africaine, je ne sais pas quel rôle notre grande sœur joue finalement. Le deuxième cas de figure, ça va donc être s'associer derrière un candidat qui, lui, pourra affronter le candidat Ouattara. Maintenant, Émile Abondo a soulevé une question importante, la question de l'économie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est engagée dans des réformes, dans un vaste chantier, mais le tout est adossé sur une personne. Cet endettement a pu prospérer parce que la personne de Ouattara a pesé sur les négociations. Et aujourd'hui, quand vous devez de l'argent à quelqu'un, entre guillemets, vous êtes son esclave. Ce qui fait donc que même quand il disait qu'il s'en va, je suis sûr que les créanciers lui ont dit, cher ami, il faut d'abord rembourser. Cher ami, tu rembourses d'abord. Parce que comment est-ce que ces engagements ont été pris? C'est une autre question. S'ils avaient été pris de manière claire, simple et précise, ils passeraient la main tranquillement. Comment est-ce que ça a été pris? Sur quelle base ça a été pris? Jean-Moïse Mbok, pour nous arrêter un instant sur ce qui fait véritablement office d'argument premier de campagne en Côte d'Ivoire, on parle de cette embellie économique. Est-ce que les Ivoiriens que vous voyez bénéficient véritablement? Est-ce que cette embellie n'est pas une embellie à la FMI avec des chiffres ronflants sans véritable impact sur la qualité de vie des habitants de Yamoussoukro, d'Abidjan et autres? Y a-t-il véritablement mutation, changement de vie sous l'égide du président Ouattara? Ou alors, ancien économiste, habile dans les chiffres, il sera parvenu à conceptualiser une embellie que le panier de la ménagère ivoirien ne reconnaît pas? Le problème qu'on a en Afrique se voit clairement en Côte d'Ivoire. On n'a pas un problème de richesse, on a un problème de redistribution des richesses. C'est ça le seul problème de l'Afrique. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire peut être grossièrement endettée aujourd'hui. On voit quand même des innovations en Côte d'Ivoire, on voit des chantiers, on voit les routes. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité dans le travail qui est fait. Mais à qui est-ce que ces marchés sont attribués? À qui est-ce que ça bénéficie? Généralement, c'est l'oligarchie qui est déjà installée et qui a ses entrées, que ce soit au palais ou au niveau des différentes passations de marché,
aujourd'hui, la question, que ce soit Ouattara, que ce soit un autre, reste la même. Qui va s'occuper des citoyens ivoiriens dans le but non seulement de développer le pays, mais aussi de faciliter l'accès aux richesses qui sont pourtant là, dans la réalité du quotidien des Ivoiriens. J'étais donc en train de dire, pour revenir sur la question politique et sortir, que les cadres de l'opposition devront également eux-mêmes élever le débat pour ne pas ramener le débat sur leur personne. On ne peut pas se permettre en Côte d'Ivoire aujourd'hui de ramener le débat sur Tidjane Thiam ou sur Laurent Gbagbo au risque de mettre le pays une fois de plus à feu et à sang. Il faudrait qu'on élève le débat. Il y a 4 candidats pour le moment. Oui, on peut se rallier derrière. Élever le débat en excluant d'ores et déjà certains. Ils ne se sont pas auto-exclus. Ils ont été exclus par la loi. Alors il faut donc aujourd'hui qu'ils fassent preuve de grandeur en se disant que, en fait, on va gouverner la Côte d'Ivoire d'abord pour les Ivoiriens. Et nous sommes prêts à mettre quelqu'un d'autre devant tant que les Ivoiriens sont bien et se portent bien. Afin Guessan n'est pas un néophyte de la politique. C'est quelqu'un qui peut très bien diriger la Côte d'Ivoire. Simon Gbagbo n'est pas non plus né de la dernière pluie. Oui. Donc ces 4 personnes qui sont passées peuvent valablement diriger la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, il est important que les cadres qui ont été mis de côté eux-mêmes réfléchissent en se disant un autre visage ferait quand même du bien à la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal montre d'autres visages, comme le Libéria montre un autre visage, comme le Ghana est l'exemple de nouveaux visages. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire, pourquoi pas ailleurs? Merci Jean-Maurice Mbok. On va prendre une courte séquence du président Ouattara, puisqu'il est véritablement dans le jeu pour ce qui est de l'élection du 25 octobre 2025, qui, il y a quelque temps déjà, revenait justement sur ces accusations auxquelles il fait face quant à sa réélection, ou alors quant à sa nouvelle candidature. Voici ce que le président Alassane Dramane Ouattara répondait aux journalistes. Ça, c'est leur problème. En France, vous aviez combien de mandats avant que Sarkozy ne change la Constitution? Aux États-Unis, avant que Roosevelt ne change la Constitution, il y avait combien de mandats? En Chine, il y a combien de mandats? Il n'y a pas de limitation de mandats. En France, il n'y avait pas de limitation de mandats jusqu'il y a 20 ans. Ce pays est un pays jeune. Nous voulons la stabilité, nous voulons l'organiser. Et en Allemagne, Madame Merkel est en train de faire son 4e mandat. Pourquoi vous n'en faites pas un problème? En Italie, c'est la même chose. Et puis vous devez arrêter d'imposer les normes de l'Occident aux Africains. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos pays. Nous le faisons en fonction de nos objectifs. La Côte d'Ivoire est un pays qui est sorti de crise, qui a besoin de stabilité, et c'est au nom de cette stabilité que j'ai personnellement accepté de faire ce mandat auquel j'avais renoncé. Donc je crois que ça suffit comme ça. Je vous remercie. Retour sur le plateau, Timothée Somba, voilà ce que le président Ouattara pense et pensait il y a quelque temps quant à justement ce qui lui reprochait une parole ou alors des paroles non tenues et une volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir. Stéphane Barga, cet extrait de Ouattara entre en parfaite adéquation avec ma pensée. La démocratie, c'est quoi? Trivialement, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. On peut l'exercer de 2 manières. Soit la démocratie participative, c'est-à-dire on réunit le peuple dans une salle, oui, et dans une forme d'agora, le peuple décide. Mais l'effet de masse, l'effet du nombre, a fait qu'on ne puisse pas fonctionner sous le prisme de la démocratie participative. C'est la raison pour laquelle, majoritairement dans l'univers, les peuples ont choisi la démocratie représentative. Comment le peuple exerce-t-il son pouvoir? Par le choix des dirigeants. Et comment est-ce que le peuple choisit les dirigeants? Oui. Le pluralisme politique, la promotion des libertés, liberté d'opinion et toutes les libertés qui vont avec, l'organisation régulière des élections qui favorisent la compétition électorale. Ça veut dire que vos affaires d'alternance là,
Principalement, l'alternance n'est pas un critère d'évaluation de la démocratie. Pourquoi? Oui. Si le peuple veut que vous restiez ad vitam aeternam, vous allez briser la volonté du peuple souverain à Personne lequel... n'a obligé le président Ouattara à dire qu'il était fatigué. Je n'ai pas encore parlé une minute. Allez-y, je relance un peu. S'il faut respecter la souveraineté du peuple, Oui. accepter que ce ne soit que le peuple qui décide. Ne lui mettez pas des œillères afin qu'il ne puisse pas souverainement choisir qui est son dirigeant. Tout ce que nous avons à réclamer, moi aussi je vais m'ériger en membre de la société civile parce que la presse c'est la société civile. Tout à fait. Voilà. Tout ce que nous avons à réclamer avec la dernière énergie, c'est l'organisation des élections transparentes pour que nous soyons sûrs que le résultat de l'urne est effectivement la volonté du peuple. Tout à fait. Arrêtons de donner l'impression qu'il faut à tout prix l'alternance. Je vous signale que Delano Roosevelt a fait 4 mandats aux États-Unis. C'était la volonté du peuple. Oui. À un moment donné, le même peuple a estimé qu'il ne fallait plus faire beaucoup de période mandats. exceptionnelle, Timothée Somba. Ce n'est pas une période d'exception. Guerre mondiale et tout. Entendons-nous sur un fait. Le détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Laissons que ce soit uniquement la volonté du peuple qui s'exprime. Maintenant, lorsqu'on va en Côte d'Ivoire, on se pose la question de savoir quelles sont les chances de l'opposition. J'aimerais d'entrée de jeu dire à ce niveau que le ténorat ne se proclame pas. Le poids politique a des indicateurs réels. Le nombre de sièges à l'Assemblée nationale, le nombre de communes qu'on gère, le nombre de départements, parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont les départements. Voilà comment on mesure le poids électoral. La célébrité n'est pas un critère de puissance. Parce que la célébrité est comme ce que nous vivons sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui sont virales, mais qui ne sont pas utiles. Parce qu'à la vérité, la viralité n'est pas l'utilité. Oui. Vous avez donc beau être célèbre, mais vous n'êtes pas sûr que Vous ne vous pouvez êtes pas populaire. reprocher à certains poids lourds de l'espace politique ivoirien d'être célèbre sans ancrage politique. Lorsque l'on parle de Laurent Gbagbo quand même, Timothée Somba, est-ce qu'il est célèbre pour être célèbre? Il a un vécu, il a un parcours. On a évoqué Pascal Affingesang. C'est des gens qui ont vécu sur l'espace politique ivoirien. On parle de Charles Blé Goudé, on parle de Guillaume Soro, on parle de Tidjane Cham, qui pour la cause est un nouveau, mais qui a un appareil. On parle du PDCI-RDA. C'est une coalition qui a un impact dans la vie politique ivoirienne. On ne peut pas confondre célébrité et justement réel ancrage sur l'espace politique ivoirien si on s'en tient à la réflexion qui est la vôtre. Il y a un proverbe chez moi qui dit qu'on ne fuit pas l'éléphant parce qu'on a au tremblement de terre À travers les bruits. À travers les bruits. C'est vous qui leur donnez l'étiquette de poids lourd. C'est vous qui rendez leur titre ronflant. Il y a eu élection municipale et législative en Côte d'Ivoire. Que vos Gbagbo sur le plan local, que vos Tidjane Cham sur le plan local, que vos... vous avez cité le 3... Non, Affingesang à l'heure actuelle, même considéré les Billon et les Gbagbo, les Simen, ils valent quoi? Moi, je dis les chances de l'opposition, c'est 0 en Côte d'Ivoire, pour une raison simple. Ce n'est pas à 2 mois de l'élection qu'on commence à réfléchir à une stratégie d'alliance. L'alliance est supposée reposer sur une convergence de vues qui vous permet d'établir même un programme politique commun. De sorte que ce n'est pas à 1 mois, ce n'est pas lorsqu'on disqualifie un individu que vous vous sentez affaibli, non. Il faut que l'Afrique sorte de ce messianisme qui voudrait que si ma candidature à moi est invalidée, le projet que je porte meurt. Il faut dépatrimonialiser la politique. Lorsque Gbagbo revient de Bagne, il sait pertinemment que du point de vue légal, injustifié. c'est vous qui le dites. Non, c'est la loi qui l'a dit. Acquitter ne signifie pas que la Bagne était injustifiée. Acquitter veut dire que des faits vous y ont conduit. Vous avez bénéficié d'un procès équitable et à l'issue du procès, on a estimé que les faits qui vous y avaient conduit n'étaient pas fondés. Oui. C'est la maturité d'un processus Il n'y a pas eu d'injustice à ce niveau, d'être condamné pour des faits et à la fin, on ne reconnaît rien, mais cela vous empêche de concourir à une présidentielle. Il n'y a pas d'injustice. La vie est par nature injuste. Sur ce plateau, nous n'avons pas la même taille. Nous vivons pour essayer de rattraper les injustices. Vous voyez un peu, tous les hommes du monde, on dit les doigts de la main n'ont pas la même taille.
Maintenant, vous devez être suffisamment futé pour savoir comment contourner l'injustice. Oui. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et autres savent très bien que du point de vue légal, tout était déjà réuni pour qu'ils soient éliminés. Mais ils ne se sont pas assis pour rédiger un projet commun et faire émerger quelqu'un qui allait porter leur idée, l'idée commune, et non pas porter les aspirations personnelles. C'est ce qu'ils ont fait dernièrement pour essayer de rattraper. Il est tard. Pourquoi il est tard? Parce que depuis l'avènement de Ouattara au pouvoir, l'électorat ivoirien a été recomposé et même reconfiguré avec une forte poussée de la jeunesse qui occupe 77% du pays. Ces jeunes qui vont aux élections en Côte d'Ivoire n'ont pas connu les affres de la crise. S'ils connaissent les affres de la crise, ce n'est que pas des récits. Mais eux, ce qu'ils vivent et ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont gagné la CAN. Vous savez qu'en Afrique, ça compte. Le peuple vit des pains, des jeux et du pain. C'est qu'ils ont des autoroutes. C'est qu'ils viennent de découvrir une grosse mine d'or qui a inversé la balance commerciale. Pour la première fois depuis 25 ans, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire est excédentaire grâce à l'or. Voilà ce que savent ces jeunes. Toute la nostalgie dont vont faire preuve Ouattara et toute sa bande, sans programme politique sérieux, sans assise politique sérieuse, sans machine politique sérieuse, est totalement vouée à l'échec. Merci Timothée Somba pour votre lecture. Lui, il nous aura finalement rejoint, Faustin Etouké, universitaire. Bonsoir Faustin. Merci très cher Barga. Bonjour aux téléspectateurs d'Info TV. Toutes mes excuses aux membres du panel éminent que je reconnais tous pour ce retard. Alors, vous arrivez au moment où nous sommes lancés, la machine est lancée. Nous sommes là en plein cœur du marigot politique ivoirien avec cette problématique qui alimente notre réflexion sur ce plateau. On évoque justement les chances de l'opposition ivoirienne alors que le 25 octobre, date de l'élection, approche à grands pas. 25 octobre 2025, sous-entend. Alors, on vous a fait une cartographie justement de cette opposition-là avec ceux qui ne seront même pas de la partie dès le départ. On parle à l'étudiant Cham, on parle à Laurent Gbagbo, mais aussi d'autres qui peuvent être de la compétition mais qui n'ont pas de réelle chance. On parle à Finguessan, on parle de Simone Gbagbo, on parle de Bion, un homme d'affaires intégré en politique. Est-ce que vous aussi, vous lisez cette cartographie au travers d'un échec déjà consommé de l'opposition ivoirienne pour la présidentielle 2025? Bon, je ne vous cache pas que mon pronostic vis-à-vis de l'opposition n'est pas optimiste. Mais peut-être pas pour les raisons que vous évoquez, oui, et celles que les éminents panélistes également ont évoqué. La Côte d'Ivoire, c'est pour un Africain, oui, un Africain qui ne s'intéresse pas qu'au football et aux éléments qui émeuvent facilement la toile, les réseaux numériques. Pour un Africain qui essaye de garder quand même une certaine conscience des événements qui datent sur quoi, 10, 20, 30 ans. oui. La Côte d'Ivoire, c'est un laboratoire vivant et douloureux de ce que peut être la politique en Afrique subsaharienne, en Afrique noire. C'est-à-dire quoi? Le président de la Côte d'Ivoire actuelle, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui a décidé de briguer un 4e mandat, oui, alors que déjà le 3e mandat ne devait pas être brigué. Donc c'est quelqu'un qui arrive au pouvoir dans des circonstances assez troubles. Et ce qu'on est en train de dire des opposants recalés aujourd'hui, c'est précisément ce qu'on disait de M. Alassane Dramane Ouattara à l'époque où il a été recalé par des institutions républicaines pour des motifs de double nationalité. On évoquait l'ivoirité, qui ont été construits de toutes pièces, oui, qui ont été conçus de toutes pièces pour l'éliminer. Donc,
c'est une époque où il n'avait pas, comment dire, on a parlé de poids politique, même si ce n'est supposé rien représenter. Mais on a quand même vu des acteurs ivoiriens de premier plan après le décès bon, j'oublie le nom du vieux là. Houphouët-Boigny. On a vu des acteurs de premier plan traficoter la Constitution par des voies non référendaires. On aurait demandé au peuple, la chose serait passée comme une lettre à la poste, mais on l'a faite par voie parlementaire. Donc quand je dis par exemple que je vois Timothée n'est pas très d'accord, que l'Ivoirité a été construite de toutes pièces, mais quand Laurent... Par Bédier, par Robert Gay, par tous ces éléphants. Laurent Dona Fologo et Henri Conan Bédier, ceux qui étaient à l'Assemblée nationale, ce sont les deux noms. Si le sang a coulé en Côte d'Ivoire, c'est ces deux personnes. Et vous voyez qu'elles n'ont pas subi les affres de ce que la Côte d'Ivoire a payé comme prix. Mais nous nous rappelons, du moins, ceux qui gardent la conscience, la mémoire. Quand Houphouët-Boigny meurt, la Côte d'Ivoire est claire, le processus constitutionnel est clair, est candidat à la présidence de la République, tout citoyen né de père ou de mère ivoirien. Bon, le OU a semblé poser problème quand il meurt. On remplace le OU par le et de fait, ça écarte Monsieur Ouattara. Il a écarté tout un mandat. Bon, il revient par des moyens pas tout à fait catholiques, mais il est revenu au terme d'un processus qui a coûté énormément de sang. Ça veut dire que les mêmes causes pourraient éventuellement produire les mêmes effets, mais je ne vois pas les acteurs ivoiriens, je ne vois pas la communauté internationale laisser que, sous prétexte que quelqu'un est célèbre, encore que la personne célèbre dont on parle a quand même fait 2 mandats, littéralement Joe, je parle du président Gbagbo, il a quand même fait 2 mandats Joe, et il est vivant, parce que dans l'Afrique qu'on connaît... il fait 2 mandats, comment est-ce que vous lisez ces mandats? Parce qu'aujourd'hui, selon les affidés et sympathisants du président Ouattara, c'est comme si la Côte d'Ivoire naît et renaît avec le président Ouattara. Le président Gbagbo, on l'a aussi vu à l'œuvre. Il a fait ce qu'il pouvait avec les référendums qui étaient les siens. Panafricanisme, win-win avec la Chine, accord révoqué avec la France. On l'a vu essayer de se démener sur l'estrade internationale pour pouvoir justement parler d'une autre voix. Je ne veux pas être l'avocat du président Gbagbo. Il peut avoir l'excuse d'avoir eu un mandat où les hommes passaient le temps à tourner. Parce que si vous vous rappelez, c'est dans la 2e année de son mandat. Il arrive en 2000. C'est en 2002 que les forces rebelles commencent au nord de la Côte d'Ivoire et puis les Français sauvent sa mise. L'opération Licorne s'interpose et puis la Côte d'Ivoire est divisée en 2. Donc, même en supposant qu'il aurait eu le génie d'Alassane Dramane Ouattara, parce que Ouattara, c'est quand même un bon économiste. Bon, les faits parlent d'eux-mêmes. Sauf que quand Ouattara arrive au pouvoir, la Côte d'Ivoire est pacifiée au prix du sang, ce qu'il nous faudrait souhaiter pour aucun autre pays. En l'occurrence, le nôtre. Parce que nous avons des candidats qui semblent dire qu'il faut que ça pète d'abord et les survivants vont. Bon, j'ai pu entendre ça, mais c'était un fake news, je crois. J'ai dû faire un cauchemar, ce n'est pas la réalité. Donc, M. Ouattara a gouverné une Côte d'Ivoire où les âmes avaient fini de tonner et où elles n'étaient plus prêtes de retonner. S'agissant du président Gbagbo, il n'a véritablement gouverné que 2 ans. Parce qu'après, les armes tonnaient. Donc, comparé sur le plan économique, les processus de gestion des 2 hommes, ce n'est pas très conséquent. Surtout que les 2 n'ont pas le même profil. L'un, c'est un idéologue qui a vendu un certain panafricanisme. L'autre, c'est historien d'abord de formation. Donc, ce sont des gens qui, excusez-moi de taquiner un peu... mon ami, même si ce n'est pas trop mon ami, il s'appelle Onangini. C'est quelqu'un qui est toujours en train de rêvasser dans le passé. On a été grand en Égypte, etc. Donc, il est venu avec une espèce de fierté, je vais dire peut-être fausse fierté. L'autre, c'est un économiste. Il vit au présent. Et il a des connexions avec des acteurs internationaux puissants dans la finance. Et il a mis ça en œuvre. Et ça a donc produit, le docteur Mbog l'a dit tout à l'heure, peut-être pas avec les thèmes que je vais employer, la croissance économique est perceptible en Côte d'Ivoire. Maintenant, la qualité de vie n'est pas perceptible. J'ai posé la question. J'ai posé la question différente. Maintenant, c'est bon, c'est un sujet qui peut me passionner ou qui me passionne. Alors, l'essentiel, c'est pour dire, du point de vue macroéconomique, il n'y a pas grand-chose à reprocher au président Alassane Dramane Ouattara.
Oui. Du point de vue de la redistribution de la richesse économique qui s'appuie sur une toute autre logique que ce qu'on mobilise dans la gestion du FMI, la Banque mondiale et autres, on pourrait le quereller peut-être à ce niveau. Mais la situation est, ma foi, générale dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. La redistribution pose un énorme problème parce qu'elle ne va pas de soi. C'est ça. Parce qu'elle nécessite des leviers que les acteurs n'ont pas vraiment. Parce Oui, que refuse de mettre en avant. refuser, bon, L'industrialisation n'est pas un refus. on peut industrialiser, les gens n'en profitent pas. Il faut qu'on se comprenne bien. La croissance économique, c'est pas On peut industrialiser au profit de lobbies internationaux. Ça. La croissance économique, c'est une chose. Ça veut dire la richesse s'accroît dans une unité de temps. Ça veut dire que si je produis 100 régimes de plantain en 2024, si je produis 107 régimes de plantain en 2025, la croissance économique, c'est 7%. 7 régimes de plantain de plus. Donc, si la croissance économique est une mesure, en Côte d'Ivoire, elle est positive. Maintenant, pendant que la croissance économique augmente légèrement, la population généralement aussi un peu augmente parce que vous faites des enfants. Ça veut dire que la croissance économique est un peu diminuée par l'augmentation de la population. Mais maintenant, ce n'est que du point de vue macroéconomique. Maintenant, les mécanismes de redistribution, ça se passe comment? La redistribution suppose un type de civilisation. Nous n'en sommes pas encore là. Je ne suis pas sûr qu'on pourra développer ce système. La redistribution pose problème, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la plupart On l'a compris, Faustin. Donc, pour le cas d'espèce, est-ce que l'opposition ivoirienne a une chance en l'état actuel des choses? La réponse est malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, bien évidemment non. Merci. Je ne vois pas des acteurs aujourd'hui internationaux et nationaux qui sont prêts à laisser la Côte d'Ivoire sombrer 15 ans après dans ce qu'elle a traversé. Merci, Faustin. C'est pas bagarre. Madame d'abord. Je reviens vers vous. Justement, de la croissance macroéconomique, il a parfaitement raison. Au niveau de la distribution, ce n'est pas efficient pour la simple raison que lorsque la croissance manque de production locale, la répartition ne peut pas être... Est-ce que ça compte pour les lecteurs ivoiriens? C'est que vous dites, c'est des termes techniques. Non, ça peut est-ce que les Ivoiriens, avec la Yamoussoukro, comprennent tout ce qu'il Kadhafi, il y a une croissance économique essentiellement basée sur l'or noir et il redistribuait de manière plus ou moins prosaïque. C'est pour dire que ce n'est pas nécessairement quand la production est issue des forces endogènes qu'il y a nécessairement redistribution, comme vous dites. Il faut une redistribution efficiente et il faut amener les populations à la production. Si la production, en fait, est arrivée vers l'extérieur et quand elle ne profitera qu'aux grands cartels, en fait, qui apportent leurs investissements directs étrangers et non à l'ivoirien. Et aussi, il faut souligner que dans cette croissance, la Côte d'Ivoire est en train de virer dans un surendettement qui risque d'être un pays. Qui a beaucoup été évoqué. Timothée Somba, vous avez la parole. L'or ivoirien balaie d'un revers de la main la question de l'endettement. Facilement. Quand vous augmentez le SMIC dans un État et que vous triplez les salaires des agents publics, ça s'appelle quoi? Ce n'est pas de la redistribution. Oui, ça, dans un sens. Et vous dites qu'on ne redistribue pas comment? C'est une redistribution assez primitive, voire archaïque. Je suis d'accord avec Faustin sur un fait. C'est que s'il faut compter le pourcentage des Faustin, tout le monde est fonctionnaire alors. Voilà, le paradis que vous voulez que la Côte d'Ivoire soit, que le Cameroun soit, que le Burkina Faso soit, que le Nigeria soit, en l'état actuel, il a bien parlé, la civilisation n'est pas possible. Les États africains font avec les moyens de bord. Et en termes de performance dans la gestion par moyen de bord, la Côte d'Ivoire, le Bénin font partie des... Le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud font partie des leaders. Là-bas, on redistribue bien? On redistribue mieux qu'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas des enseignants d'université, lorsque les enseignants d'université au Cameroun essaient de revendiquer une revalorisation salariale, ils prennent pour référentiel le modèle ivoirien. Tout à fait. Ça veut dire que dans la salle de classe de la redistribution en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire de Ouattara est parmi les premiers. Oui, mais écoutez un peu, M. Essomba. Si aujourd'hui, on me donne un salaire de 500 000 francs CFA tous les mois en tant qu'agent public et que le pays soit surendetté de façon... Et que le train de vie... Le train de vie, bon. Et que demain,
pour le simple fait qu'on se mette à rembourser les dettes, il y a encore des mesures de restriction, des mesures restrictives qui s'imposent au pays. À quoi aura servi ces 500 000 francs qu'on aura donné? Non, il n'y aura pas en Côte d'Ivoire. Merci. Il Je vous donne une minute, monsieur Abondo, Oui, parce qu'on va sortir. L'or n'est pas une véritable richesse. C'est ça. C'est cette question. S'il vous plaît, Les s'il vous plaît, gisements s'il vous plaît. s'épuisent, hein. L'or est versé, le On l'a compris, monsieur Somba. C'est sérieux. On l'a compris. C'est ponctuel, c'est conjoncturel. On a compris. Oui. Monsieur Abondo, vous avez la parole. Merci, merci. Surtout que nous sommes dans World Actu. Je vous dis souvent, Stéphane, que les questions internationales sont très sensibles. Et là-dedans, il faut intégrer beaucoup de courtoisie. Et vous savez, lorsqu'on évoque le cas de la Côte d'Ivoire, qui est ce qu'on appelle dans l'échiquier international un pays frère et ami, et nos débats ne devraient pas être des débats qui participent à heurter des susceptibilités. Et nous avons une problématique triviale et simple. L'opposition a-t-elle une chance? Ben, les uns et les autres nous ont dit sur quoi pourrait se fonder la chance, ou alors, on ne va pas dire la malchance, ou alors un défaut de chance de l'opposition. Le défaut de chance de l'opposition se fonde sur le bilan. Mais maintenant, je vous dis chaque fois Bilan de qui? Le bilan de l'actuel président, Oui. son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Que vous jugez? Je voudrais vous dire que chaque fois que vous allez aborder les questions internationales, lorsque sur une question internationale, vous voulez creuser l'abcès en allant réveiller l'histoire, vous aurez des plaies béantes qui seraient toujours en train de saigner que vous allez réveiller. Or, ce n'est pas votre objectif. Tout à fait. Et notre objectif, c'est de pouvoir mettre en lumière le relief qui voudrait que une opposition qui est en déphasage, qui est en défaut de leadership, puisse se reconstituer pour aller affronter l'approche démocratique à l'ivoirienne. Et cette approche démocratique à l'ivoirienne voudrait qu'on soit amené à comprendre que entre l'alternance, la durée au pouvoir, la configuration, la reconfiguration des constitutions et autres, vous avez un aveu de stratégie. Lorsqu'on est au pouvoir, on veut conserver le pouvoir. Lorsqu'on est en dehors du pouvoir, on veut être à l'assaut et à la quête du pouvoir. Alors, il est question qu'on propose des voies et moyens pour que cette opposition qui est en défaut de leadership puisse se construire un chemin, un vivier politique, une orientation, une stratégie. Mais nous sommes en août, monsieur Abondo. L'élection, c'est en octobre. Ils nous ont pris Oui, la justement, consultation, l'élection, monsieur Abondo. c'est en octobre. Les alliances et les contre-alliances n'ont pas de temps. Oui, Et c'est vrai. on peut nouer une alliance à tout moment, le Bien tout sûr. étant qu'on se fixe un objectif. Mais maintenant, tout ce que nous disons ici sur le plateau, c'est que le bilan joue contre la faveur de l'opposition qui, pratiquement, manque non seulement de vivier leadership, mais aussi manque d'orientation et d'idéologie Vous politique. dites Vivier leadership, mais que voulez-vous dire aux Africains qui nous regardent que le président Gbagbo est denté, que Mme Simone Gbagbo ne rassemble plus les foules, Écoutez, que Guillaume Soro- a priori que le président Gbagbo était déjà écarté. Vous voyez. Oui, mais est-ce qu'il a fait cette capacité de rassembler les Ivoiriens? Nous regardons les gens qui sont en lice et qui peuvent faire rassembler les et qui has-beens. peuvent construire. Merci. Et ceux qui sont en liste et qui peuvent construire et ceux qui ont été écartés, s'ils peuvent prêter leur force à ceux qui sont en liste, c'est de ça qu'il s'agit. Merci. Il s'agit de quelqu'un qui a une expérience immense, quelqu'un qui a une durabilité immense et quelqu'un qui a une assise spatiale et temporelle immense. Alors pour le soulever, il faut une stratégie sûre, claire et distincte. Merci. Et nous convions les uns et les autres à s'y atteler. Merci. Jean-Moïse Mbok, on va sortir Alors, de la question. Moi, rapidement, ce que je vais dire, c'est que l'histoire a tout son intérêt dans la mesure où on doit apprendre de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, sans essayer de Surtout rouvrir de les ce qui n'a blessures. pas marché. Surtout de ce qui n'a pas marché. Et dans le cas d'espèce aujourd'hui, tous les pays de l'Afrique sont pratiquement au même niveau, où il faut passer la main, mais comment? Où il faut apprendre de notre histoire, mais comment? Où il faut redéfinir non seulement le leader politique, mais le leader de l'opposition. Parce que je veux conserver le pouvoir. Pourquoi? Ça devrait être pour le bien des populations. Je viens à la conquête du pouvoir. Pourquoi? Ça devrait être pour le bien des populations parce qu'on se rend bien compte que même si vous avez mis 100 ans au pouvoir, vous allez passer un jour.
Même si vous avez gagné les élections avec 99%, vous allez passer un jour. Pourquoi l'Afrique ne veut pas raisonner en termes d'héritage? Pourquoi on ne veut pas raisonner en termes d'organisation et de préparation? Et le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une prison, c'est une idéologie. Le cas de la Côte d'Ivoire devrait aujourd'hui nous enseigner, et j'invite... Nous enseigner quoi? À partir... Laissez-moi continuer. Je vais... Laissez-moi parler. Non, laissez-moi continuer. J'invite le président Gbagbo, qui est un dinosaure de la politique ivoirienne, à ramener le débat sur la table dans le sens de... Le président Gbagbo qui est aujourd'hui écarté. Oui, qui est écarté, mais qui a réussi à réunir non seulement tous les écartés, mais d'autres partis politiques et d'autres jeunes leaders. Il devrait les mettre sur la table de la réflexion et se dire, attention, vous qui allez gérer la Côte d'Ivoire demain, sachez que tout le monde compte, sachez que tout le monde est important, et sachez que nous allons quelque part. Donc, il ne faut pas qu'il revienne simplement pour vouloir gérer ce qui est son droit, mais qu'il se dise quand même que je ne peux pas vivre à vitam aeternam. Il faudrait que je pense à intégrer les jeunes. C'est là que les jeunes doivent être formés. Nous parlons de ça tout le temps ici. Il n'y a pas une éducation politique des masses, il n'y a même pas une formation de proximité des jeunes, et puis on se trouve dans une histoire où on va entendre dire que la redistribution est compliquée, pourtant on peut s'asseoir et réfléchir. Bon, ce que vous dites là, ça existait dans quel pays? On va parler des réactions. On parle tout de la France. En France, ça existe. Merci, ça existe. Il ne faut pas donner l'impression que ce que nous demandons n'a pas de sens. Nous sommes là pour éduquer les populations. Même si c'est idéaliste, nous sommes là pour éduquer les populations. Stéphane, s'il vous plaît. Ce que nous disons est très sérieux. Nous sommes là pour éduquer les populations. Il ne faudrait pas que, parce que quelque chose ne passe à ce Timothée, qu'ils se disent non, c'est inutile. Non, laissez les autres réfléchir dans ce sens-là. Non, ne faites pas ça. Timothée, ne faites pas ça. On va dans un continent qui peut se construire, qui doit se construire. Vous ne pouvez pas demander aux populations des choses qui ne sont pas opératoires. La preuve, aucun pays au monde ne fait ça. Ça veut dire que ce n'est pas faisable. C'est votre conclusion à vous. Merci. On prend la réaction. Elle n'est pas la panacée, cher. Bonsoir à vous. Parfaitement d'accord avec monsieur Essomba. Si son développement, moi de mon point de vue personnel, je crois que les opposants ivoiriens doivent se fédérer pour renverser une classe qui a mis longtemps au pouvoir et trouver un candidat consensuel. Merci à vous, Yannick, depuis Douala Bonamoussa Seto au Cameroun. On prend rapidement cette contribution. Bonsoir le panel. Dites à Madame Dikoumé d'appliquer le parallèle entre le régime ivoirien et celui du Cameroun. Elle a relevé toutes les manœuvres faites par le camp Ouattara pour se maintenir au pouvoir sur le plan constitutionnel. C'est exactement les mêmes manœuvres faites par... au Cameroun pour le même résultat. Mais dans la différence que c'est en Côte d'Ivoire, l'environnement se développe malgré la dette. On voit l'évolution économique et sociale contrairement au Cameroun. Merci à vous, Aboubakar Garoua, depuis Douala, c'est au Cameroun. On prend rapidement. Bonsoir le panel. Juste pour faire remarquer à Madame Dikoumé, qui parle avec tellement d'aisance de l'actualité en Côte d'Ivoire, avec tellement d'emphase, d'appétit, à grand renfort, d'arguments aussi spéciaux les uns que les autres. S'il vous plaît, elle conclut en disant qu'il faudrait plus de transparence dans le processus. Et pourtant, c'est exactement le même cas au Cameroun et elle n'osera pas l'affirmer. Vous parlez facilement des problèmes des autres, mais n'osez pas parler des vôtres. Voilà. Merci à vous, Adamou depuis Ndokbassi. Décidément, Douala est au rendez-vous ce soir. Bonsoir Stéphane. Monsieur Somba se trompe beaucoup. Aucune théorie politique ne peut maîtriser la dynamique d'un peuple. Qui se souvienne que le parti PASTEF au Sénégal n'avait ni maire, ni parlementaire, n'avait pas beaucoup de mairies, ni de parlementaires, mais ce parti a remporté la présidentielle. On va essayer de prendre une autre contribution. Bonsoir, très chers aînés. L'opposition en Côte d'Ivoire n'a presque pas de chance. D'ailleurs, le président Ouattara sera réélu, même si les Guillaume Soro, les Gbagbo n'étaient pas exclus. Tout comme Paul Biya au Cameroun. Merci à vous, Aimé. Depuis Yassa, c'est une fois de plus du côté de Douala, où véritablement nous sommes reçus 5 sur 5. Alors, pour ne pas que parler des autres, on va prendre une transition et revenir pour parler de nous.
victoire sans appel. Retour sur le plateau de World Actu après les péripéties ivoiriennes, flashback ou alors comeback vers le Cameroun. Le parallèle est le même, présidentiel 2025, le 12 octobre pour celle qui est inhérente au Cameroun. On va interroger ce soir, ce jour, si vous voulez, les alliances. Il y en a celles qui durent dans le temps, il y en a celles qui se fissurent, il y en a celles qui se créent de façon opportune peut-être, ou alors opportuniste tout simplement. Ça sera à vous d'en juger. Alors, on va donc étudier ou alors examiner, en commençant par la femme politique, Madame Dikoumé, sur ce plateau, ce que font les alliances. Vous, du côté du RDPC, vous êtes habitué à ces grandes coalitions, à ces majorités, à cette effervescence autour de vous qui s'agrène ou à laquelle s'agrègent de nombreux partis. Vous êtes accompagné par une UPC, par le PADEC, par ci et ça en termes de leaders politiques. Est-ce que les alliances à l'orée de la présidentielle 2025, telle que la cartographie politique au Cameroun s'exprime, est-ce que vous y croyez tout d'abord, ces alliances-là? Bien évidemment, les alliances sont l'art du compromis en politique. On ne peut pas exercer la politique seul. On a beau être un grand leader, on a beau être un leader autoritaire, on a beau être un leader pétri d'expérience, on ne peut pas gouverner seul. On a toujours des soutiens. Les soutiens peuvent être d'autres partis politiques, ça peut être l'armée, ça peut être l'économie, ça peut même être des élites d'un coin ou même des élites de la République. Donc on ne peut pas gouverner seul, c'est normal qu'il y ait des alliances. Et dans ces alliances, il y a des alliances qui sont idéologiques. C'est-à-dire que vous avez la même vision politique que moi, nous partageons, n'est-ce pas, la même vision. Ensemble, on coalise. Il y a des alliances stratégiques, parfois qui même sont temporaires. Alors, à ce niveau, vous, du RDPC, puisque c'est la formation que vous représentez avec beaucoup de fierté d'ailleurs sur ce plateau, vous avez été un peu sous les feux des projecteurs, avec quelques alliances quasi historiques qui se sont un peu étiolées. On parle là de l'UNDP, on parle là du FSNC. Comment est-ce que vous avez accueilli ces départs, parfois en catastrophe, parfois en fanfare, de ces alliés d'hier qui aujourd'hui se présentent en rivaux? Non, mais écoutez un peu. Vous savez, nous sommes dans le jeu politique. Ce qui est énervant au Cameroun, c'est que pour nous, la plupart au Cameroun, ne maîtrisons pas le jeu politique. C'est-à-dire que nous mettons, comme on dit trivialement chez nous, les organes. Quand vous coalisez avec quelqu'un, l'alliance peut être stratégique. C'est-à-dire qu'elle est temporaire, le temps, c'est-à-dire que de mener à bout une idée, le temps de faire passer une idée, le temps de stabiliser, c'est-à-dire que l'appareil politique, et puis on peut se quitter. Il n'y a pas d'alliance. Comment vous accueillez donc un allié qui, à 2 semaines de la présidentielle, se présente à l'adversaire? Non, mais écoutez, quand on parle de jeu politique, c'est pour vous dire que la politique, en fait, elle est faite de ces alliances, elle est faite des oppositions, elle est faite de coalitions, elle est même faite de conflits. Donc, on peut s'attendre à tout moment de réaliser que j'étais avec tel aujourd'hui, il n'est plus avec moi, il refuse de cheminer avec moi. Ça ne devrait pas être un problème. Oui. Il n'y a pas d'assommoir là-dedans. Ces partis sont libres dans la mesure où elles sont libres d'engranger, c'est-à-dire leur électorat. Au niveau des députations, il y a des élus. Au niveau des communes, il y a des élus. Au niveau des conseils municipaux, il y a des élus. Ce qui signifie que ce sont d'abord des partis politiques à part entière qui peuvent à un moment donné décider de s'exprimer au niveau des présidentielles, c'est-à-dire que présenter leur candidature. Ce ne sont pas des ennemis. Il faudrait déjà comprendre cela. Et vous, au RDPC, vous n'avez pas justement cette inclinaison à la représailles pour ceux qui partent? Il n'y a pas de représailles. Pourquoi? Quand je pars, vous me laissez tranquille. Non, écoutez, vous partez, on vous laisse tranquille. Derrière l'actualité, écoutez, la preuve, ceux qui sont partis ont été libres de se présenter candidats. Il me semble même pas... Il n'est rien arrivé. Laissez-moi terminer. Il ne me semble même pas avoir eu écho de ce que leur candidature ait été quelque part rejetée ou tripatouée par qui que ce soit. Ils sont partis, ils sont candidats à la présidentielle. Nous sommes à la pré-campagne, je parie qu'ils sont en train d'affûter leurs armes. Oui. Bientôt, tout le monde ira en campagne. Si vous voulez peut-être parler de la sortie du leader politique du FNC, qui peut-être n'est pas parti, non. Je crois qu'il y a eu un quiproquo. Et c'est vous, les journalistes, en fait, qui entretenez, n'est-ce pas, la petite bête. On relaie l'information, Madame Dikoumé. On ne fabrique pas l'information. Le président Tiroma, avec tout le respect que je lui dois, a voulu sortir. Mais il se pourrait que ça a été, il voulait le faire avec des passeports de service
comme au moment où il était membre du gouvernement. Il ne l'est donc plus. Donc je crois que quelque part, il y a eu cette fausse note de sa part qui a permis qu'il soit intercepté au niveau de l'aéroport. Intercepté, c'est un thème assez... Oui, quand même. Il suffisait, tout comme moi aujourd'hui, d'avoir le passeport vert, propre à tous les citoyens, qu'il serait parti. Il est libre même d'en confectionner s'il n'en a même pas encore et sortir, aller où il veut. Encore que nous sommes à la pré-campagne. Il est libre d'aller où il veut. Pendant la campagne, il est même libre de battre sa campagne là où il le veut très bien, que ça ne fait l'objet d'aucun problème. Essayez un peu de décompresser, de stresser un peu les citoyens camerounais. Rappelez-vous encore que ce n'est qu'un jeu appelé jeu politique. Donc, lorsque l'alliance se rend, il n'y a pas de représailles. On a compris. Et même de théâtralisation, parce qu'il y a souvent des émotions même feintes pour s'attirer, n'est-ce pas, la commisération de l'électorat. Donc, faites un peu attention quand souvent vous voulez invectiver le RDPC dans ce qu'il fait. Personne n'a invectivé le RDPC. Non, je vous vois venir. Non, personne ne me voit venir. Je donne la parole à Faustin Etouké parce que je vois Dr Mbo qui va absolument réagir. Faustin Etouké. 2 secondes. Oh là là. Je vais prendre la parole, c'est 2 secondes. 2 secondes, alors, je vous le conseille. L'information selon laquelle le ministre Roma va agir avec un passeport de service a été démentie par le ministère de la Communication pour la simple raison que ce n'est pas vrai. Il va agir avec un passeport vert, il avait un passeport ordinaire. On a, et je peux vous montrer ces images, entre les différents visas Sénégal, États-Unis et en France, ces visas sont dans son passeport ordinaire. Donc, une fois de plus, vous l'avez dit, je suis parfaitement d'accord avec vous, le FSNC n'est en conflit avec personne, aucun parti politique au Cameroun. Le seul défi du FSNC, c'est le bien-être des populations. On n'a pas un ennemi jusqu'à présent et nous disons qu'on n'a pas eu une notification, on n'a pas eu la raison pour laquelle il n'est pas sorti et nous restons calmes. Le président a demandé qu'on reste calme parce que nous sommes dans un état de droit. Forcément, il y aura une explication. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, Faustin Etouké, on parle d'alliances. Il y a des alliances même assez, excusez du peu, assez suspectes qui justement apparaissent comme ça au gré du temps de la campagne. On voit même des alliances qui conduisent au contentieux. Demain, quand je dis demain, lundi, le contentieux va s'ouvrir au Conseil constitutionnel. On voit certaines formations politiques là-bas, on parle du Manidem qui est au contentieux, mais qui est en alliance avec un candidat qui porte en lui-même un appareil politique. Comment est-ce que vous interprétez cette alliance? Une fois le candidat du Manidem, s'il est rétabli et élu président de la République, est-ce qu'il pourra rompre l'alliance et retrouver à son ancienne case? Comment est-ce qu'on démêle le vrai du faux dans cette alliance parfois opportune ou alors opportuniste? On va commencer par ce qui est très présent, Stéphane. Je vois déjà 2 types d'alliances. Nous sommes dans le cas camerounais. On raisonne dans le cas camerounais. Allez-y. Nous avons l'alliance avec le parti dominant, qu'est le RDPC. Ces alliances-là, je leur accorde une certaine crédibilité. Les partis qui viennent s'allier au RDPC, j'accorde à ces alliances une certaine crédibilité. Et pour quelle raison? Je reviendrai si vous... Le FSNC est parti, l'UNDP est parti. C'est une alliance qui a duré plusieurs années. Un mariage peut connaître éventuellement un divorce. Mais un mariage qui a duré plusieurs années, qui a même eu des conséquences relativement positives. Le mariage a existé. Il peut être dissous plus tard, mais il a existé. Mais lorsque vous êtes polygame et que 2 femmes partent du coup, il y a problème, non? Si le mariage a été longuement consommé, il y a eu mariage. Je ne suis pas en train de dire que les alliances sont éternelles. Je suis en train de dire que les alliances ont un certain temps. Elles peuvent être éphémères, elles peuvent être relativement durables. Mais je dis, dans le contexte camerounais, je préfère distinguer 2 types d'alliances. Des alliances où il y a une certaine crédibilité. Et là, je vois le parti dominant au pouvoir, le RDPC, qui a des alliances avec d'autres partis. Maintenant, il y a d'autres types d'alliances, c'est-à-dire les alliances entre des partis dits d'opposition. Oui. Ces alliances-là, je ne leur accorde pas beaucoup de crédibilité. Et si je dois parler avec mon langage naturel, je dirais je ne leur accorde aucune crédibilité. Et pour quelle raison? Pour des raisons qui peuvent être expliquées. Vous avez certainement entendu parler d'un... Ça a fait débat. On vous a parlé du mandat représentatif.
En fait, on ne vous a pas parlé du mandat représentatif. Des gens ont fabriqué quelque chose sur tout mandat impératif est nul. Et ça a animé la toile, ça a animé les plateaux de télévision. Les gens en ont parlé, des enseignants d'université ont renié complètement la science et tout. Je suis en train d'arriver. On renié complètement la science pour venir dire tout et rien sur les plateaux. Nous vivons dans un monde où, depuis un peu moins de 3 siècles, on a construit un mécanisme profond. Donc, ce n'est pas l'Afrique qui a construit. C'est pour dire qu'on peut déjà excuser les acteurs africains qui se livrent à ça. Il y a un mécanisme profond qui a été conçu quelque part, s'il faut le dire, c'est en France, où on a fabriqué une mystification où vous choisissez des gens qui doivent vous représenter, qui doivent prendre des décisions en votre nom. Des gens qui vous courtisent, qui vous promettent monts et merveilles. Et c'est sur la base de leurs promesses que vous leur accordez votre confiance. C'est un contrat, c'est un pacte de confiance. Sauf qu'au moment où il est véritablement choisi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs candidats, celui qui va passer, même si ça avait une faible majorité, dès qu'il passe, on vous dit, le gars qui est élu là, il ne représente plus ses électeurs. Désormais, il représente quelque chose de mystique, de métaphysique, d'idéologique qu'on appelle la nation. On ne vous dira jamais ce que c'est que la nation. Mais on vous dit, le monsieur qui a été choisi là, depuis qu'il est choisi, il n'est plus lié par ses promesses et ses engagements précédents. Parce qu'il a accédé à une certaine forme d'illumination où il regarde un destin beaucoup plus grand que tout ce qu'il a pu vous permettre pour dire qu'il fera ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans que juridiquement vous puissiez avoir des recours contre lui. C'est pour dire que vous parlez d'alliance. L'opposition camerounaise ne va jamais trouver quelqu'un qui portera. Pourquoi? Parce qu'aucun là-bas n'est bête. Ils connaissent ce mécanisme. C'est-à-dire, vous allez prendre quelqu'un, vous allez vous entendre. S'il est élu, dès qu'il est élu, la Constitution le dit clairement, tout mandat impératif est nul. S'il commence à faire ce qu'il veut, vous n'avez rien pour lui opposer. Alors, à vouloir croire que vous dites que l'opposition au Cameroun n'est essaimée que les personnes qui n'ont pas de parole. C'est-à-dire prendre des engagements, faire des promesses et ne pas les tenir. C'est pour ça je dis, j'essaie de les dédouaner en disant qu'il y a un mécanisme qui a été pensé à l'échelle mondiale, qui a pris naissance en France. On voit au Sénégal. Si vous voulez écouter la science, on fait la science. Si vous ne voulez pas écouter la science, on peut faire autre chose. Merci, il faut se écouter. Non, j'ai à peine commencé. Non, on est là vers vous. Je n'ai pas science, elle pas posé la question. Elle n'est pas encore peut-être 30 secondes. 30 secondes. Le mécanisme dont je suis en train de parler s'appelle le mandat représentatif. Dès que je suis élu, je n'ai plus de compte à rendre à mes électeurs. Ni à mes électeurs, ni aux gens avec qui j'ai fait alliance. C'est pour ça que c'est une logique de « je prends tout ». Et ceux qui sont conscients de ce mécanisme, ils savent qu'une alliance ne prospérera pas. Parce que quels que soient les gages, quelles que soient les promesses qu'on va donner, ça ne va pas prospérer. Maintenant, 30 autres secondes s'il vous plaît. L'origine historique de cette histoire, il faut bien que les gens comprennent, parce que ça ne sort pas du néant, ça ne tombe pas du néant. Vous savez, la France était une monarchie, il y avait un roi. Et des gens assez intelligents ont réussi à renverser le roi. Et ce n'était pas facile. Ils ont renversé le roi comment? Dans la France ancienne, il y avait 3 personnes. Il y avait le roi, les nobles, la noblesse. Il y avait les prêtres, les magiciens, les praticiens, comme on peut parler ici. Et puis il y avait les paysans. Ils étaient beaucoup plus nombreux. C'était 98%. C'est-à-dire que si vous aviez 10 000 Français, vous aviez environ 9 800 paysans, dont les gens qui font les petits métiers. Ils vivaient dans la précarité extrême. Ils payaient tous les impôts. Ensuite, vous avez le clergé et les nobles qui vivaient dans des châteaux et tout. Les paysans ont réussi à renverser cet ordre. Ils ont fait comment? Ils ont dit au roi, qui les a convoqués? Le roi leur a donné une feuille de mission, que le pays est en crise. Donc, vous-même, la paysanne, comprenez que vous devez augmenter vous-même vos impôts. Mais décidez ça vous-même. Vous n'allez pas dire que c'est le roi et le clergé qui ont décidé. Les gars ont accepté. Sauf que quand ils se sont réunis, ils ont dit, désormais nous gouvernons le peuple, nous sommes nombreux. Et le peuple assemblé n'a pas à recevoir d'autres.
ils ont donc mis le roi en minorité, ils ont modifié les structures fondamentales de la France. Et ça a marché. Sauf que quand on dit paysans, c'est facile. Il y a des paysans qui sont enrichis, des paysans qui sont pauvres. Merci. Et les paysans qui se sont enrichis, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont pris le contrôle de la France, et que les paysans pauvres qui étaient plus nombreux ont dit faisons des réformes profondes pour vraiment changer la France, les paysans riches leur ont dit attention, attention, attention. Ce n'est pas vous que nous représentons. Nous représentons quelque chose qui est plus grand que nous, nous représentons la nation. Cette histoire métaphysique-là. Et depuis lors, toute l'Europe a copié ce modèle. Vous parlez de démocratie. Merci, elle n'existe merci, nulle part. Parce que c'est un petit groupe compris avec des qui vont imposer leurs desiderata sous prétexte qu'ils ont eu un mandat électif. Mais un mandat électif qui justement ne vaut rien. Maintenant, en Occident, ça marche parce qu'il y a le contre-pouvoir. Nous, il n'y a pas de contre-pouvoir. Merci, on a compris. Le contre-pouvoir et justement les modus operandi d'accession au pouvoir. En France, nous sommes au Cameroun, on a nos réalités et peut-être le modèle français peut nous parler ou pas. Timothée Somba, aujourd'hui, des alliances se font, se défont. On voit à chaque jour son nombre de révélations. C'est le président Batoma qui hier me faisait savoir qu'il y a une galaxie de partis qui l'accompagnent. Désormais, on voit Joshua aussi, qui lui aussi est désormais accompagné par une kyrielle de formation politique. Peut-on croire à ces alliances? Faustin Touquet, l'épistémologue sur ce plateau, nous dit, lui ne croit qu'aux alliances du RDPC, mais ailleurs, on y croit, on y croit même, et on arrive même à parfois prêter sa formation politique pour servir d'esclave, ou alors de marchepied pour qu'un autre accède au pouvoir. Finance. C'est vous qui le dites, c'est pas nous sur ce plateau. Alors, Timothée Somba, est-ce qu'on peut y mettre un contenu dans ces alliances-là? On prête ou on vend. La question reste en suspens. J'aimerais juste pour compléter sa fin sur la fameuse question du mandat impératif. C'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est Fambarga. Je sais là où c'est pas le débat. C'est un débat dépassé qui nous a beaucoup perdu de temps. C'est un débat dépassé. Si vous biaisez mon introduction, vous allez biaiser. Oui, mais moi je vous précise comme un thème. Le mandat impératif, c'est du passé. C'est Fambarga. J'ai une orientation. Allez-y. Allez-y. Voilà. En France, justement, Condorcet disait, le peuple m'a élu pour faire ma volonté en son nom. Son propos était clair, le peuple m'a élu pour faire ce que je veux, comme je veux, mais en son nom. Pour dire qu'une fois que vous êtes élu, vous sortez du carcan de vos électeurs. C'est Condorcet qui le disait. Et ceci se vérifie dans la démocratie tous les jours. Même au niveau des alliances, même au niveau des investitures qui font problème aujourd'hui, sans citer des partis politiques, il y a plusieurs partis politiques dans lesquels une certaine base militante a dit ne pas se reconnaître en les décisions des leaders. Oui. Ceci va donc rejaillir sur les alliances, qui en réalité dans notre microcosme politique ne deviennent que des alliances symboliques. Opportunistes? Symboliques d'abord. Oui. Opportuniste, pourquoi? Comme il le disait, il croit aux alliances du RDPC. Parce que les alliances du RDPC ont le carburant et ont la ressource nécessaire pour soit consolider l'alliance. Oui, lorsque vous êtes parti aller au RDPC, vous bénéficiez des effets immédiats. Oui. Le PADEC est bien représenté au sein du gouvernement parce que le RDPC a des gages de vos alliances. Maintenant, lorsque vous scrutez le septuplet qui renseigne sur la solidité des alliances. Vous avez la communication, la confiance. Il y a d'abord le partage des objectifs. Il y a la confiance mutuelle. Il y a la communication. Je vais d'abord m'arrêter là pour ces aspects. Lorsque vous regardez les alliances de l'opposition, est-ce que vous voyez la confiance mutuelle? Est-ce que vous voyez le partage des objectifs? Il n'y en a pas. Ce sont donc quel type d'alliances là-bas? Ce sont des alliances de strapontinisme ou de panugisme politique. Strapontinisme, pourquoi? Je m'accroche à tel pour atteindre un but. Et une fois que le but est atteint, on se sépare. Vous avez des exemples, Timothée Somba? MSC Manidem. La procédure est en cours. Pourquoi est-ce que vous pointez du doigt sur... Il n'y a pas eu quelque chose qui pourrait amener à faire quoi que le président a une convergence entre le Manidem et le MRC.
La conférence Il a peut cité un ne pas être certain idéologique, élément. mais structurellement, elles s'entendent, ils veulent arriver au pouvoir tous les deux. Donc, Tous les deux. et l'exemple Oui, tous les deux. Il y a un seul l'exemple qu'il fauteuil. a pris Il y a est un seul fauteuil. exactement ce que l'on appelle les alliances contre nature. Pourquoi contre nature? L'objectif est le même. Parce qu'il n'y a pas d'objectif idéologique. Il n'y a pas de négociations préalables. Il n'y a pas un projet de société commun. Si vous me permettez de revenir aux alliances du RDPC. Encore moins une communication. Encore moins une communication permanente. Une communication qui joint les deux entités. Lorsque vous regardez les alliances du RDPC, le RDPC a son projet de société clair. En vous alliant à eux, vous intégrez leur projet. Est-ce que c'est pas de facile société. lorsqu'on est au pouvoir aussi? C'est pour ça que Pour les autres, c'est un peu dur parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est pour ça donc cash. on vous dit que ces alliances sont Mais crédibles. Stéphane Barga, c'est justement là que tout se joue. Il faut qu'on dise la vérité aux Africains. Moi, je suis un réaliste. Et on a souvent l'impression que je suis cru. Le docteur va croire que je suis trop cru. Non. Le pauvre n'a rien à faire en politique. Arrêtez de faire croire aux Africains que vous pouvez être avec les poches vides et vous venez en politique. Non. La politique a besoin de ressources. Lorsque deux aveugles vont se mettre ensemble, le MSC et le Manidem, c'est pour faire quoi? Défaut d'appareil politique fiable. Je ne voulais même pas parler d'eux, ils vont encore m'insulter, mais c'est l'exemple qui est arrivé sur le plateau. Défaut d'appareil politique fiable. Que vaut le Manidem en termes de machine politique? Zéro. Que vaut le MSC en termes de machine politique? Zéro. Voilà donc deux gouttes d'eau qui se mettent ensemble, non pas pour faire plusieurs gouttes d'eau, mais pour faire un semblant de grosses gouttes d'eau. Ça ne peut pas donner. Lorsque vous regardez la politique aux États-Unis, vous savez que le système bipartisan tient sur quoi? Il repose sur la capacité de mobiliser les ressources. Il y a beaucoup de partis politiques, mais justement par le jeu des alliances et le réalisme politique, le pragmatisme politique, les gens comprennent que aller foncer seul à cette affaire, je ne peux pas. En vertu de l'idéologie, je serai soit de droite, soit de gauche, et je serai porté par la machine. Au Cameroun, l'UNDP est une forte machine. Oui. Le RDPC. Mais là, l'UNDP a rompu avec le RDPC. On n'est pas là pour analyser les raisons de rupture. Ça veut dire que le postulat que vous mettez en avant peut être contredit aussi. Non, Stéphane Barga, j'ai bien dit qu'au Cameroun, les alliances sont plus symboliques que puissantes. Parce que même si vous prenez, lorsque vous faites la sociologie des alliances, même les alliances avec le RDPC, ce sont des alliances de scrapontinisme. Tout le monde aujourd'hui veut faire comme Jean de Dieu Momo, espérant que lui aussi sera ministre. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, au sein même du RDPC, je parle sous son contrôle, il va certainement me concrétiser ou confirmer, le RDPC à un moment donné semble même en avoir marre. Parce que les postes qui doivent revenir aux gens du RDPC sont obligés d'être donnés aux gens d'ailleurs qui viennent avec un semblant d'alliance qui réellement ne pèse pas. J'ai parlé tout à l'heure du poids politique. C'est un élément probant dans l'alliance. Je m'allie à tel parce que je lui apporte tel et lui va m'apporter tel. Ou alors, je m'allie à tel parce que le projet de société qu'il porte peut aider à la fluidification ou à la diffusion de mon projet de société à moi. Lorsque vous regardez le projet de société du PADEC avant son entrée au gouvernement et vous regardez le projet de société du RDPC, où est la commune mesure? Il n'y en a pas. Mais on a un effet de politique africaine qui fait que l'alliance aussi repose sur le système des récompenses, avec le phénomène des trahisons politiques, avec le phénomène de livraison des informations. Quelqu'un va vous dire que notre alliance repose sur le fait qu'on a assisté à une réunion quelque part dans un pays dont je n'ai pas besoin de citer le nom, où on nous disait d'aller faire le coup d'État, et je suis venu trahir. C'est pour ça qu'on m'a récompensé en me nommant membre du gouvernement. Ça existe. Ça s'appelle la réelle politique. Merci. Les alliances ne sont pas que purement politiques. Il y a même des alliances stratégiques. Il y a même des alliances de contre-espionnage, d'espionnage. Il y a des alliances économiques et autres. Merci Timothée Somba. Alors, pour le cas Cameroun, élection présidentielle, que valent les alliances? De mon opinion personnelle, les alliances ne valent pas grand-chose. Car les opposants camerounais sont un peu égoïstes. C'est chacun qui veut arriver au pouvoir. Ils ne proposent pas grand-chose au peuple camerounais. Moi, j'interpelle juste le peuple camerounais à aller eux-mêmes.
choisir la présidence sur la base d'un critère d'un candidat de moins de 70 ans et qui a un projet de société qui leur parle, pour dire vrai de tous, qui ont présenté des candidatures. Nous avons des jeunes qui ont des projets qui parlent. Bref, les alliances ne sont pas possibles. Merci à vous, Yannick, depuis Douala Bonamoussa dit. Bonsoir. Madame Dukoumé est une bonne oratrice, comme ses pairs du parti, sauf qu'ils ne connaissent pas le respect de la parole donnée. Les deux alliances du Nord qui tournent le dos au RDPC sont dues à la déception de ces deux partis. Ils ne se reconnaissent plus dans ces alliances puisque leurs partenaires politiques du RDPC ne leur accordent plus le respect et la considération d'entendre. À l'université, vous résumez parfaitement la réalité des alliances, car une fois élu, le nouveau président n'est pas tenu de mettre en application vos accords. Mais seulement, je crois que nous devons dépasser cette conception des choses. Faisons-le pour l'intérêt général et non dans un but de promotion d'un intérêt personnel. Merci à vous, cher Aboubacar, depuis Douala. On va... Bonsoir, le panel. S'il vous plaît, dites au monsieur en marron clair, avec les lunettes. Allons-y. S'il vous plaît. Nous sommes sur un plateau sérieux et nous voulons des contributions qui font avancer la réflexion. Il n'a pas de minutes. Bonsoir, c'est vraiment un plaisir d'écouter les éminents professeurs sur le plateau. Alors, celui que nous allons écouter, c'est M. Émile Abondo. Nous sommes toujours sur le vernis ou alors le contenu qu'on met dans ces alliances-là, puisque la réalité opérationnelle, M. Abondo, nous fait comprendre que véritablement, elle ne dure que le temps d'une fleur. Une fois l'objectif atteint ou non atteint, parce que pour l'exemple pris par Faustin et Touquet, au cas où, au niveau du contentieux, la stratégie ou alors le candidat du Manidem serait écarté de la course. Que voudrait l'alliance Manidem? Le candidat du Manidem? Oui. Les candidats du Manidem? Non, nous en avons un qui est reconnu pour l'instant, ou bien deux si vous voulez. Vous? Si vous voulez, qui est reconnu, qui semble avoir la légitimité. Si vous Le voulez. Conseil constitutionnel, c'est déjà les résultats. Non, en fait, bon pour ça, je dis ceci, écoutons-nous bien mon propos. Commentaire désobligeant que vous n'avez pas lu, je vous remercie. Faustin C'est est très coupé. probablement parce que j'ai pris à la suite de Timothée. Faustin est ok. Je dis ceci, je parle d'un candidat Manidem MRC. Il y a un candidat qui conteste justement cette candidature Manidem MRC. C'est ce que je suis en train de dire sur ce plateau. Au cas où celui-là, Manidem MRC, en dehors de celui du Manidem qui conteste, voilà. Je parle de celui du Manidem MRC. Alors, au cas où il ne serait pas retenu, ou alors il ne serait pas validé par le Conseil constitutionnel, cher monsieur Abondo, qu'en serait-il dans cette alliance? Elle se romprait là, sur le champ, ou alors on pourrait espérer une autre continuité, une fusion pour des élections législatives et sénatoriales à venir. Pour bien comprendre la réponse que je vais donner, il faut que vous puissiez comprendre d'abord pourquoi les alliances en politique. Oui, la problématique de l'alliance, c'est une affaire géopolitique. Une affaire géopolitique, pourquoi? Parce que elle met en relief un concept majeur. Un concept majeur en géopolitique, c'est ce qu'on appelle la binarité ambition-menace. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans une course politique, les ambitions des uns peuvent constituer des menaces pour les autres. Et lorsque un est menacé et qu'il sent qu'il ne peut pas arriver, il emprunte des forces secondaires, d'où la nécessité de parler d'une alliance en politique. Parce que lorsque nous allons tous à l'assaut et à la conquête du pouvoir, chacun, à partir de son ego, chacun à partir de sa représentativité, chacun à partir de sa stratégie, veut se donner le maximum d'opportunités et de moyens pour y arriver. Fort donc de cela, on évalue ses moyens, on évalue son potentiel, on se dit qu'il y a nécessité de constituer une alliance ou pas. Et monsieur vous allez donc constater vous théorisez le concept, mais nous avons un cas d'école. C'est pour justement arriver à ce cas d'école. Il faut que vous puissiez comprendre, parce que ce que je vais vous dire montre à suffisance le cas que nous avons. Parce que je préfère vous renvoyer par la conclusion pour que vous puissiez comprendre. Alors, je voudrais vous montrer que les alliances qui sont constituées ne sont en rien concernées par le peuple. Donc, on a deux formes d'alliance. Deux formes d'alliance qui nous présentent deux formes de potentielle administration. Les alliances par le haut, ou alors l'administration par le haut,
où les dirigeants des partis politiques s'asseyent et décident de s'associer pour un projet. Oui. Vous voyez que la population n'est pas concernée. Les La gens population ou les militants? On n'a Les pas, militants. je veux dire, ce sont les militants qui Sympathisants. constituent la population. Donc la population est forcément militante. Non, Vous voyez. non, Je non, vous non, dis, monsieur, je vous monsieur dis, Abondo, en politique, la population, en c'est pas les politique, militants. ne pas choisir, c'est toujours choisir. On appartient toujours à un côté, qu'on se prononce ou pas. Donc, alors, les militants, puisque vous voulez bien l'expression, les militants se sentent appartenir à un groupe. Mais lorsque l'alliance est constituée par le haut, ils ne se reconnaissent pas par cette alliance. Et il y a d'autres alliances qui procèdent de ce qu'on appelle l'administration par le bas. C'est-à-dire, c'est une forme d'alliance qui vient d'une synergie, d'une fédération des militants. Et pour le cas de l'école, oui. est-ce que Et nous il y a eu concertation? Nous sommes donc devant un cas d'école qui nous présente une forme d'alliance par le haut. C'est-à-dire une assise issue des dirigeants et des leaders des partis politiques qui n'ont pas eu à consulter leurs militants, mais qui décident de faire une alliance. D'où le foisonnement et les bruits. D'où la contestation. Et les bruits que vous suivez sont forcément issus du fait que les militants qui constituent la population n'adhèrent pas à ce principe. Les uns et les autres ont évoqué la problématique des idéologies. Les idéologies ne fédèrent pas. Oui. Les autres ont parlé des projets. Les projets ne fédèrent pas. Le partage les aussi autres peut ont être parlé de problématique. l'orientation. L'orientation même Monsieur ne Abondo, fédère pas. Oui. le partage, puisque sur ce plateau, La l'Assemblée perspective, évoquée... surtout, c'est dans l'ordre du partage. Certainement, d'un partage d'un hypothétique gâteau. Et Mais il y a un partage avant, Le rôle et les Et responsabilités il se qui sont trouve pas donc que dans cet hypothétique partage, ou alors dans ce partage futuriste, il se trouve qu'il y en a qui n'aiment pas la position de l'arrière-plan, ils n'aiment que être devant. Vous voyez, et lorsqu'on aime être devant, on privilégie la notion de leadership, d'où la notion d'égocentrisme ou alors du nombrilisme. Oui. Et fort donc de cela, vous comprenez donc la complexité qui nous amène à comprendre que les alliances qui se font en dehors du parti au pouvoir peuvent être des alliances suffisamment ayant un défaut de bénéfice. Hétéroclite. Ils ont un défaut de bénéfice. Je suis sûr de mes mots. Et ce défaut de bénéfice nous amène à comprendre que l'orientation qu'ils sont en train de prendre devrait prendre fonction des deux assises, c'est-à-dire l'administration par le bas, mais aussi l'administration par le haut pour que les militants se sentent concernés dans ce projet de société ficelé par ces alliances-là. Si tel n'est pas le cas, vous allez toujours suivre des récriminations et le départ auprès du Conseil constitutionnel va fondamentalement nous amener à comprendre. Alors, j'aurais souhaité que, après la thèse et l'antithèse, nous arrivions à la synthèse. Justement. Et que vous nous disiez donc où est-ce qu'on va arriver. Justement, la solution viendrait... Si, monsieur Abondo, oui, si malheureusement, pour cet attelage, Manidem formule et Kane, MRC, Camto si vous voulez, si l'attelage n'était pas validé par le Conseil constitutionnel, où est-ce qu'on arrive? C'est la rupture, chacun reprend ses positions, rétropédalage pour le nouveau membre du Manidem qui retourne président du MRC. Qu'est-ce que ça devient? Lorsqu'un projet commun n'aboutit pas, fondamentalement, on se pose des vraies questions en se regardant dans les yeux, en se demandant qu'est-ce qui n'a pas marché. Et lorsqu'on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché, chacun a d'abord tendance à aller de son côté en accusant l'autre, que c'est toi le problème. Donc, fort donc de cela, vous pouvez constater qu'il y aura ce qu'on appelle en relation internationale un schisme, c'est-à-dire une division. Et cette division va provoquer ce qu'on appelle un peu en religion une hérésie. C'est-à-dire, si vous n'êtes plus de mon côté, vous êtes forcément du diable. Merci. Merci, monsieur Émile Abondo. Merci. Vous avez, justement, en vos mots, décrit une situation assez sensible pour, justement, les militants de ces formations politiques-là. Alors, Jean-Moïse Mbok, les alliances, elles semblent être le quotidien de bon nombre de formations politiques au Cameroun, avec des succès, avec des échecs. Mais c'est la vie politique au Cameroun, et surtout lorsque une étape comme l'élection présidentielle est justement en train d'arriver, elle se multiplie au sortir
Certains sont récompensés, d'autres pas. Mais pensez-vous véritablement que le peuple y gagne? Alors, je vais d'abord vous relayer rapidement un message de Véronique Aboula qui nous suit, qui disait « Mais pourquoi Stéphane ne te donne pas la parole ?» Qui est cette dame qui remet en question vous voyez donc, la modération sur ce plateau. Très bien. Allez-y, alors, pour revenir à la problématique, je vais emprunter à la Bible, hein, j'ai entendu parler des religions tout à l'heure, qui dit que quand les fondations sont renversées, le juste, que fera-t-il? Vous savez, dès que la politique a choisi de prendre la population en otage, on se trouve dans une histoire où finalement, on l'a entendu, la population n'a rien à dire. La population n'est pas consultée. La population n'est pas intégrée dans les éléments des alliances, de partage. Vous pensez que le leader du MRC n'a pas consulté sa base avant d'aller rencontrer M. Kane, par exemple? N'étant pas du MRC, je ne peux rien dire de ce côté, mais ils vous diront que peut-être il a fait. Vous n'en savez rien, le point de presse nous l'a démontré. Quel point de presse? Le point de presse, Kane Kamto a démontré, tous les militants du MRC étaient surpris de savoir que Kamto a démissionné le 25 juin. Pourquoi vous voulez souvent faire comme s'il n'y a pas de fait? C'est moi qui ai la parole, laissez le MRC tranquille, c'est moi qui ai la parole, laissez le MRC tranquille. Et j'espère que je vais mon temps de parole comme les autres. Vraiment. Votre question a été très claire. Et je veux commencer par dire que le peuple doit être considéré par ceux qui aspirent à gouverner. Nous sommes dans un pays où les fondations sont renversées parlant de la politique. Comment vous expliquer que nous avons 380 partis politiques? C'est-à-dire que 380 individus avec les leurs qui disent qu'ils veulent gouverner, Ça peut être qui veulent diriger, qui veulent orienter, qui veulent commander, qui veulent conduire le pays. Appelons ça vitalité, appelons ça comme nous voulons. Mais ailleurs, dans les grandes démocraties, comme on les appelle, on a des courants qui sont très clairs. Le cas des États-Unis, on a les démocrates et les républicains dans lesquels les populations se reconnaissent. Parce que même les petits partis sont soit de la tendance démocrate, soit de la tendance républicaine, dans lesquels les populations se reconnaissent, dans lesquels les populations peuvent revendiquer. C'est pour ça que je pense qu'il faut en Afrique qu'on évolue, parce que la politique est faite, comme Faustin l'expliquait tout à l'heure, aux États-Unis, ce n'est plus véritablement le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les dirigeants ont l'obligation de rendre compte. Vous ne rendez pas compte, il y a des moyens de coercition. Et ça commence par la réduction de vos représentants. Donc chez eux, ça marche parce que voilà des gens qui s'asseyent et qui se parlent dans le but de développer la nation dans sa globalité. Mais on a l'impression en Afrique, et il faut le dire pour le déplorer, que beaucoup ont pris le poste de la présidence comme juste une fonction banale pour venir commander, gronder, placer, déplacer, replacer, qui on veut, et puis la vie continue. Pourtant, c'est une responsabilité, j'ai envie de dire éternelle. Chaque chef d'État rendra compte de sa gestion, de sa génération et de ce que la nation va devenir. Parce que tout dirigeant aura présenté un projet, présenté un programme pour dire voilà où je vais porter le pays et je vais le laisser à tel autre qui va continuer. C'est comme une course de relais. Ailleurs, ils l'ont compris. En Afrique, malheureusement, nous ne sommes pas encore en train de le comprendre. Ce qui nous amène donc à la question des alliances. Moi, je vais dire de manière vraiment triviale. Nous sommes encore dans l'école que la Première Guerre mondiale a laissée. Oui. C'est qu'après la Première Guerre mondiale, le principe des alliés est né. Et dans le principe des alliés, je fais une transposition dans la politique pour dire que nous sommes au Cameroun dans un cas où nous avons un géant RDPC dans toute sa splendeur, avec toute la machine et administrative et politique en main, et les autres partis dont doivent se constituer en alliés qui vont fédérer pour pouvoir aller mener cette bataille pour espérer remporter face à ce Goliath que nous reconnaissons et que nous respectons. Oui. Il faut donc entendre aujourd'hui par alliance, alliés, des partis politiques qui se mettent ensemble, qui ont la hauteur de mettre, pas en berne, mais de côté, leurs aspirations, leurs orientations, mais qui réfléchissent
à se dire qui peut être le meilleur représentant de notre dynamique pour aspirer aussi à gouverner. Et pendant que les gens rient sur les médias, les partis que vous appelez partis d'opposition, d'abord s'appellent partis de proposition, Oui. et sont en train de travailler en interne pour pouvoir proposer quelque chose de concret aux citoyens camerounais. Il faut donc aujourd'hui saluer cette volonté de ces différents partis d'opposition qui ont accepté jusqu'aujourd'hui, il y a une déclaration qui va vous être faite de Fouman, où 10 partis politiques se sont réunis pour pouvoir se parler et se dire, mais qui est-ce qu'on peut porter en avant Aujourd'hui, il y a une déclaration qui sera faite. Oui. Il y a donc un travail de fond profond qui est en train d'être organisé. Moi, ce que je veux souhaiter, que ce soit de l'opposition, que ce soit de ceux qui gouvernent aujourd'hui, quid des populations? Qu'est-ce qu'on fait des populations? Quels sont les éléments que nous mettons pour donner de la dynamique à notre gouvernance? Quand un citoyen lambda ne sait pas où il va aller se plaindre et quand il a des problèmes de route. Regardez les problèmes de l'électricité aujourd'hui. On va aller se plaindre où? On aurait attendu de nos gouvernants qu'il n'y ait pas juste des communiqués ou des communications, mais qu'on crée un cadre où on peut venir solliciter au moins des explications et une orientation, parce qu'il faut le dire, Stéphane, on n'est pas là juste pour accuser ceux qui gouvernent, parce que nous savons qu'il y a aussi parfois des circonstances qui sont difficiles. Merci. Et s'ils ne disent pas, il faudra donc, pour l'avenir de l'Afrique et du Cameroun en particulier, qu'on rentre dans une dynamique, non pas seulement de combat et de détestation de l'autre, Mme Ducou l'a dit, mais dans une dynamique de construire le pays avec toutes les forces que ça comporte. Merci. Alors, Faustin Touquet, avant que Mme Ducou ne prenne la parole, quel avenir donc pour ces alliances, celles qui se sont créées courant 2025? Elles sont condamnées à mourir au cas où l'objectif rêvé n'est pas atteint, ou alors certaines, plus idéologiquement construites, peuvent prospérer hors présidentielle? Quel avenir pour les alliances? Il y a une, je la prends à l'instant, à Fumban, Oui. où 10 partis sont en train, ou Ça seraient aurait en été train bien qu'on de... ait ces partis, ça nous Peu aurait importe. construit. Ben, je peux vous le dire. Mais on est à Fumban. Fumban, c'est un peu le terroir le plus monarchique, le plus ancien du Cameroun. Oui. 14e siècle, la monarchie. La dynastie Bamoun. Ici, c'est dans une enclave très monarchique que les partis politiques prétendent aller trouver un consensus. Bon, moi, j'y crois pas. Je voudrais que vous soyez plus optimiste que moi, mais l'avenir montrera que vraiment l'homme de science et pronostic, c'est pas la divination, vous comprenez. Mais on parle un peu de tendance, surtout que je vous dis que le mécanisme que je suis en train modestement d'expliquer là par ma petite personne a commencé avant la création du Cameroun. Le monde fonctionne avec le mandat impératif qui est nul. C'est-à-dire ceux qui dirigent sont choisis, mais quand ils sont choisis, ils font ce qu'ils veulent. La véritable démocratie et où les alliances marcheraient, ce serait le mandat impératif obligatoire. Oui. C'est-à-dire, si vous constituez un avocat pour défendre vos intérêts, le jour où vous estimez qu'il ne défend plus vos intérêts, vous le déconstituez. Vous prenez un autre avocat. Si les élus, l'élu que je vais choisir, s'il commence à déraper et si j'ai le moyen de pression, celui de le destituer ipso facto, il marcherait droit. Mais le monde fonctionne avec le mandat non impératif, c'est-à-dire le mandat représentatif. Et ça, c'est avant même que le Cameroun soit créé. Et je l'ai dit tout à l'heure, peut-être ça n'a pas été bien compris, l'Occident a atteint un niveau de relative maturité, en tout cas beaucoup plus que nous. Certains veulent imaginer une histoire où l'Afrique peut trouver une voie parallèle, c'est-à-dire une espèce de saut quantique, où les gens peuvent passer de la technologie de la houe au tracteur sans qu'on voit une traçabilité. Ça n'existe que dans les rêveries des gens. L'Afrique doit apprendre. Et apprendre de ceux qui ont traversé de graves crises, c'est-à-dire de l'Occident. Je vois des gens qui vont dire, voilà, c'est un blanc à la peau noire, etc., etc. Je connais à peu près ce genre d'insultes. Pour vous dire... Pour chuter. Pour vous dire, et bon, pour chuter rapidement, les alliances dont on parle là, je vous dis, ce n'est pas une prédiction. Elles ne vont pas prospérer parce que l'environnement ne permet pas qu'elles prospèrent. Il n'y a rien à recevoir ou à donner. L'environnement structurel ne permet pas que ces alliances prospèrent. Non seulement l'environnement national camerounais, mais davantage l'environnement international. C'est pour dire que le peuple n'a jamais son mot à dire. Et s'il y avait le temps, je vous aurais dit,
En France, les gens ont voulu parler de mariage pour tous. C'est allé au référendum, non, parce que le peuple allait dire non. Mais c'est passé par voie parlementaire, parce qu'il y a des élus qui peuvent se mettre au-dessus du peuple. On peut prendre plein d'autres exemples. Merci. C'est-à-dire, si même dans des pays plus développés que nous, on réussit à tordre le cou de ce qu'on appelle peuple, vous pensez que c'est dans nos républiques construites de toutes pièces que ça ne va pas marcher? Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Il y a des choses qu'on peut faire. On n'aura peut-être pas le temps. Merci Faustin. Mais les alliances dont nous parlons là, elles ne peuvent être que factices. On a compris. Alors, bonsoir, monsieur le modérateur. Comment continuer d'inviter sur votre plateau, en vue d'édifier le citoyen, des hommes comme dont le jugement pour tout ce qui concerne est empreint, il me semble, de haine et de manque de lucidité. Il serait intéressant que parle avec beaucoup de réserve, comme le font d'ailleurs d'autres panélistes. Bon, je ne sais pas, le téléspectateur a fait exprès de sauter les noms. Moi aussi, je vais faire pareil. Je saute les je saute les noms. Bonsoir, bonne émission. Les alliances dans le contexte actuel ont un impact sur le parti au pouvoir. Sinon, ce parti ne serait pas en transe à l'heure actuelle. C'est le cas du MRC Manidem. Dire que c'est une gouttelette d'eau, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de la part de votre panéliste. Les cadres du MRC ont donné mandat au professeur Kamto de choisir quel parti pouvait investir. C'est Hugues depuis Pointe-Noire au Congo. Merci pour la contribution, cher Hugues. Timothée Somba sur le plateau dit que c'est pas vrai. On va faire confiance aux journalistes. Bonsoir. Je viens juste de prendre connaissance de votre thème. En ce qui concerne des alliances politiques comme la création des partis politiques, les peuples ou militants ne sont jamais consultés. Même le RDPC et ses alliés n'ont jamais consulté la base qui est là que pour subir. C'est M. Nyong Alain Roger, depuis bien évidemment Douala, la ville référence ce soir. On prend une autre réaction rapidement avant que Mme Dikoumé ne prenne la parole. Bonsoir à vous. Vraiment, il n'y a pas de parti de position au Cameroun. Tous là veulent le pouvoir. Voilà. Incroyable. Vous ne pouvez pas dire ça. Il y a les opposants sérieux dans ces pays. Madame Dikoumé, je vous donne la parole. Oui, je disais que je crois en certaines alliances, pas à toutes. Et je voudrais ici inviter le peuple à sortir la dimension théâtrale du jeu politique. En ce sens que parmi ces candidats qui vont et viennent, il y en a qui n'aspirent même pas à aller aux élections, mais qui se baladent avec une théorie du chaos. Il y en a là qui se baladent avec des débats violents, des conférences de presse et nous sommes au Cameroun là, Madame Dikoumé. Des discours qui ressemblent même à des prêches violentes dans des mosquées. Il faut faire attention. Oui. Il faut faire attention à cela. La mosquée ne prêche pas que au Cameroun. Non, il y a certaines mosquées qui ont des prêches violentes. Quand il dit mosquée, je voudrais parler des espaces remplis. Voilà, c'est pas la mosquée dans le sens strict du terme. Voilà. Donc, comme disait Machiavel, la politique, c'est l'art de faire croire. Alors, il ne faudrait pas qu'il marche après ces marchands d'illusions parce qu'au Cameroun, nous sommes empreints de paix et pris de paix et nous voulons la paix avant, pendant et après les élections. Oui. C'est très important, n'est-ce pas, pour la stabilité de notre pays. Merci. Bonsoir Stéphane, belle émission. En politique, les alliances se font et se défendent, quelles que soient les idéologies. Le MRC de Manidem propose à la population camerounaise presque les mêmes choses, entre autres. Infrastructure, éducation, santé, etc. Ce ne sont pas les idéologies qui décident de construire un pays. Alors il faut arrêter cette mauvaise façon de comprendre les idéologies. Gaston, depuis Libreville, Timothée Somba, je vous donne 2 minutes, puisque le temps désormais va nous manquer. Même peut-être beaucoup. Les alliances là ne valent absolument rien. Moi je suis encore plus dur. Pourquoi? Les alliances auraient une valeur si elles s'étaient faites avant la convocation du corps électoral. Oui. L'alliance Kamto-Akeremouna en 2018 a produit quoi? 0. Parce que le retrait de candidature n'a aucun impact lorsque le processus électoral est déjà enclenché. Maintenant, il y a quelque chose qui est très prégnant chez nous, en Afrique et au Cameroun. C'est le lien affectif avec les formations politiques. Oui, c'est vrai. Dès que vous partez faire une alliance de 4 en haut, un militant s'encarte dans un parti politique, soit pour la figure du leader, soit pour le nom du parti politique. Il y a des partis politiques qui ont des noms. Tout ça, ça compte. La cosmétique, même en politique, ça compte la terminologie. Je vais te donner l'exemple. Incroyable. Par exemple. Alors, lorsque quelqu'un va lier une alliance sans tenir compte des attentes de la base, l'alliance est vouée à l'échec. Pourquoi? Le mot d'ordre qu'il va donner ne sera pas respecté. Bonsoir Stéphane. À peine Thierry Marron, l'alliance avec le RDPC qui ne peut plus sortir du Cameroun.
que c'est au cadre créé en 72 heures des partis politiques avec pour objet de soutenir la candidature de Paul Biya. Je préfère ne pas lire la suite. Merci à vous, cher monsieur Abou. L'arial politique. Je vous donne 1 minute, monsieur Abondo, et on va conclure le programme. Je ne pourrais même pas épuiser la minute. Pour Je dire vais que, prendre les 30 secondes. oui, comme ça, je pourrais renvoyer le reste à mon voisin. Pour dire que la théorie des alliances et surtout des contre-alliances au Cameroun devrait nous éviter une triste réalité qu'on appellerait le repli identitaire. Et ce repli identitaire nous amène à comprendre que le Cameroun a ceci de particulier qu'il a une société cosmopolite, c'est-à-dire une société au sein de laquelle on peut rencontrer plus de 300 ethnies, plus de 300 regroupements, et au regard même du foisonnement des partis politiques, on a un ensemble de partis politiques qui nous amène à comprendre que s'il faudrait absolument que le Camerounais lambda opère un choix tenant lieu des alliances qui se passent soit par le haut ou bien par la base, ce Camerounais aura des vertiges. Mais il ne saurait avoir des vertiges si et seulement si on lui propose une alliance qui lui donne une lisibilité claire et distincte de la traçabilité qu'il pourrait avoir pour atteindre le pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle les alliances qui se font avec le parti au pouvoir bénéficient d'une adhésion qui pourrait conduire à un futur certain. On va compris. Salut, bonne émission. Fumban n'est-il pas une ville du Cameroun? N'est-elle pas, je suppose? Choisir Fumban est normal, comme toute ville du Cameroun. Et dire que Fumban est une monarchie, c'est dire qu'il... Bon, je ne... Jean-Maurice, 30 secondes, le temps est achevé. C'est Mme Thomas Ndamjoya qui accueillait la réunion, justement. Oui. Le FSNC y était, le PURS y était, et d'autres partis politiques qui vont naturellement s'exprimer par eux-mêmes. Le but étant, justement, non seulement de se mettre ensemble, mais d'expliquer à la base qu'est-ce que nous souhaitons faire, comment nous souhaitons faire, et donc, avec le temps, pouvoir apporter des propositions claires et concrètes. Je dis encore, l'opposition respecte totalement le RDPC en face, mais garde toutes ses chances de faire bouger les lignes. Merci Jean-Maurice Mbok, merci Madame Djikoume, Timothée Somba, Faustin Etouké, l'épistémologue que nous sommes parvenus à faire sortir de sa retraite stratégique. Monsieur Milabondo, merci pour la présence. Mesdames, Messieurs, pour l'invitation. Merci à vous qui nous avez regardés, à vous qui avez abondamment réagi. Malheureusement, les contributions, toutes n'ont pas pu être relayées. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Pour ce qui est des prochains contenus, 20h, c'est le temps de l'information sur Info TV. Langue de Shakespeare, langue de Molière, c'est une formule complète en édition bilingue qui vous sera servie. L'information d'ici. D'ailleurs, aussi, quant à nous, on se retrouve samedi prochain lorsqu'il est 17h à Yaoundé au Cameroun pour une autre aventure internationale, bien évidemment. C'est sur Info TV. Bien le bonsoir. Une victoire sans appel.